et je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Il faut se calmer, hein. Il faut que tout le monde se calme dans cette affaire. Il n'y a pas de précipitation à avoir. On ne mourra pas tous, hein. Je crois qu'il faut relativiser les choses. Je vous promets, ça c'est un engagement que je peux prendre, que 60 millions de Français ne vont pas mourir demain matin. D'abord, il fait ce qu'il veut, je t'habilite. Quid du directeur général de la santé? On en parle un peu moins. Jérôme Salomon et des autres plaintes déposées à son encontre devant le parquet de Paris. Parce qu'il y a encore un directeur général de la santé dans ce pays. Vous parlez de l'ex-directeur général de la santé, alors. Tu sais, moi je pensais qu'il avait démissionné. Il n'a pas démissionné. Comment vous expliquez cela? Qu'il n'ait pas démissionné, ça je l'explique pas. J'aurais préféré qu'il démissionne, ça c'est incontestable. Sinon, à côté de ça, le directeur général de la santé, je peux vous le dire, hein, par expérience, les affaires de santé publique, il va manger cher. Hein. Ça veut dire quoi, il va manger cher? Ça veut dire qu'effectivement, c'est quand même lui qui est au centre de la politique publique, que c'est à lui qu'incombe textuellement la commande de masques. Et cette semaine, il a expliqué de manière quand même assez claire au Sénat que peut-être il aurait effectivement pas tout à fait... il se souvient plus vraiment s'il avait dit ou pas qu'il manquait des masques, quoi. En gros, il a oublié de dire dans le frigo s'il y avait encore de la nourriture. C'est un peu ça l'idée. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Je pense qu'il faut faire aussi attention à un point dans cette crise. C'est qu'on est dans une dictature de l'émotion. Rappelez-vous, hein, on a oscillé entre c'est une grippe et maintenant c'est la peste. Des épidémies, on en a connu. Des épidémies, ça se commande pas, ça se gère. Si on la gérait plus, si on la commentait moins, on n'en serait pas là. Alors juste là-dessus, on va s'arrêter un instant là-dessus, parce que Laurent Nunez était dans le 20h de France 2 vendredi, et il a dit qu'il n'y avait pas de problème de masque en France. Oui, il faut le rappeler. À un moment donné, on dit pas, voilà. Si, on le dit. C'est une expression. Non, c'est une expression, enfin, pardonnez-moi, mais c'est un menteur invétéré. Vous savez combien de masques ont été livrés quand ça a été livré? 18 masques. Combien? 18. 18 par quoi? Par semaine? 18 par... Non, 18 par personne. Par personne, c'est même pas par semaine. 18 par personne. Et vous savez combien de temps on tient avec 18 masques? Alors qu'on vienne pas me dire qu'effectivement ces masques... Et puis, de toute façon, écoutez-moi, il y a pas... Mais vous l'avez entendu, il le dit clairement. Non, mais le ministre de la Santé dit autre chose. Qui encore aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur les masques, enfin pardonnez-moi, mais... La preuve que oui, lors 20h. Le ministre de la Santé a reconnu qu'effectivement on avait un problème de masques, donc ils peuvent pas être là, ils n'ont pas été commandés. Moi, ça fait 1 mois et demi que je le dis. Quand je vous disais qu'il fallait les FFP2, qu'est-ce qu'a répondu le ministre? Non, mais scientifiquement, on a une étude qui montre que... Finalement, il dit plus ça aujourd'hui. Mais en revanche, il dit qu'il n'y en avait pas. Ce qui est intéressant, c'est que là, la CGIR s'énerve un peu sur ces quelques semaines parce qu'elle interroge des personnalités du monde politique. Savoir qui savait quoi. Et ils sont pas contents du tout. Mais alors pas du tout. Et donc là, ils s'interrogent, j'apprends qu'ils s'interrogent sur la légalité de telles interrogations. La commission d'instruction, elle fait exactement ce qu'elle veut. Hein. Elle interroge qui elle veut. Ça s'appelle une commission rogatoire. Et si on n'y répond pas, on peut avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. C'est les conditions du direct. C'est les conditions du direct. Mais je prends le micro main. Allez. Là, j'ai piqué le look de Vincent Lapierre un petit peu là, avec le micro à la main et tout, ça fait bien. Bon, on est bon. Hein. Allez. Bah non, on était déjà lancé. On va essayer quand même parce qu'on a du boulot aujourd'hui, parce qu'il y a McFly et Carlito qui ont tapé fort ce matin. Mais ils ont quand même prévenu. Ils ont dit, par pitié, ne votez pas pour un mec parce qu'il est sympa. Moi, je pense que le prochain live que je fais, je le fais à l'Élysée, quoi. Ah ouais. Clair. Tu crois vraiment que ça sera franchement, dans la cour. Ouais. Devant l'Élysée, en fait. Ouais. Mais il n'y a pas de raison. Si non, c'est pas possible. Je veux dire, millions d'abonnés, combien McFly et Carlito? 1 million? 10 millions? 10 millions, un truc comme ça, je pense. Non, 10 millions, c'était le nombre de vues à faire. Ah oui, attends, c'était le nombre de vues à faire. Fact-check. On va faire du fact-checking. On va faire du fact-checking. On a une équipe de fact-checkers, on est vraiment à BFM. Hein. On est vraiment à BFM. Alors, j'ai une petite question préliminaire, qui est une question qui est la question qui est revenue le plus, comme ça on va commencer. 6,5 millions. 6,5 millions. D'accord. Alors là, on n'y est pas encore, mais on va essayer. Avant la fin de la soirée, c'est à 6 millions. Qui est vraiment une question qui est revenue le plus et qui est vraiment une des interrogations qui est beaucoup mise en avant au sein, en tout cas, de ma communauté. Donc, on va voir après, mais je pense qu'ils ne sont pas les seuls à s'y interroger. On sait que le gouvernement est quand même un petit peu dans l'incapacité d'imposer un vaccin qui est encore avec une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Dont on ne connaît pas les effets secondaires, et on sait qu'il y a eu par le passé des vaccins qu'on croyait à peu près sûrs. Le vaccin, c'était contre quoi en Suède? C'était, oui, vaccin à chien et daim, vaccin contre la grippe en Suède, avec les retours de narcolepsie qui étaient violents. On sait aussi que le vaccin a été développé dans un temps quasi record dans l'histoire, vraiment très 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 rapidement. Est-ce qu'en prenant en compte tout ça, au vu des textes de loi qui existent aujourd'hui dans le droit, et en prenant en compte toutes les prérogatives d'exception, le gouvernement peut, un jour, légalement dire qu'un vaccin comme Astra ou Pfizer peut être obligatoire? Alors, il peut le faire. C'est-à-dire que... Il y a les textes.
Bah, c'est pas tellement qu'il y a des textes. La vaccination obligatoire a été considérée comme possible. Le Conseil constitutionnel a dit que c'est possible. Le Conseil d'État a dit que c'est possible. La Cour européenne des droits de l'homme a dit que c'est possible. Maintenant, ça reste quand même une hypothèse d'école parce que les conditions qu'a fixé le Conseil d'État, les conditions qu'a fixé le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt récent, bon, semble dire, mais tout ça c'est de l'hypothèse, mais a priori, effectivement, compte tenu de ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire le contexte des mêmes conditionnels, tant et si bien d'ailleurs que par exemple pour les jeunes, les États-Unis ont accordé l'autorisation d'urgence. Un certain nombre de médecins se sont levés, épidémiologistes se sont levés, vous n'auriez jamais dû l'accorder l'autorisation d'urgence. On n'est pas dans les clous de l'autorisation d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à vacciner. C'est un pays plus libéral que nous aussi. Oui, mais justement, on n'a pas médicalement d'urgence. La seule urgence qui existe, c'est vacciner les personnes à risque. Ouais. En fait. Une fois que ça s'est fait. Et donc aujourd'hui, population générale d'un vaccin sous même conditionnel, honnêtement, ça, c'est possible. Mais ça passerait pas, en fait. À quel niveau ça bloquerait? Ça bloquerait au niveau de le Conseil constitutionnel ne laisserait pas passer. Le Conseil d'État ne laisserait pas passer. Je pense pas. Et en plus, il faudrait que le Parlement soit saisi, que le Parlement vote une loi imposant la vaccination. Macron avait dit qu'il l'imposerait pas. Véran l'a à un an d'une élection présidentielle, si tu veux foirer une élection après 2022, la question peut se débattre. Mais en 2022, c'est sociologiquement impossible. Enfin, voilà. Après 2022, on aura peut-être plus de connaissances sur les effets secondaires des vaccins. Et peut-être plus d'épidémies. Ouais. Mais il y a des précédents dans d'autres pays qui l'ont imposé, qui l'ont rendu obligatoire. L'Italie l'a rendu obligatoire pour les soignants, ce qui a fait complètement con d'ailleurs, parce que c'est complètement con, parce que ils ont c'est débile, les soignants italiens se sont fait vacciner avec AstraZeneca, majoritairement jeunes. Or, AstraZeneca a été suspendu pour les patients les plus jeunes, pas une connerie près comme ça. Et voilà. L'Australie, l'Australie, je crois qu'elle a imposé la vaccination, mais le Canada a imposé la vaccination, et même d'ailleurs, je parlais avec Djebari sur le plateau de TPMP, c'est d'ailleurs un problème parce que le Canada a imposé le vaccin pour rentrer chez lui. D'accord. Aujourd'hui, l'OMC est en train de discuter, les États commencent à discuter, le G20 discute, mais à aujourd'hui, en tout cas, la vaccination est obligatoire pour rentrer au Canada. Pour rentrer, d'accord. Ouais. Oui. Et justement, ça m'envoie une question. Le Maroc a imposé le vaccin. Le Maroc l'a imposé. Ce qui est incompréhensible. Mais je crois qu'en France, on ne peut pas créer de distinction au sein de la population. Soit on l'impose pour tout le monde, soit on l'impose pas pour une catégorie de personnes. Il y a un principe d'égalité. Non, pas tout à fait. Par exemple, tu peux imposer, il y a certains vaccins qui ont été imposés pour les soignants. Tu considères que c'est les populations plus exposées, donc tu l'as imposé pour les soignants. Tu peux imposer un vaccin pour les soignants. Okay. Là, justement, j'avais une question qui m'avait été posée, qui est un petit peu, que j'avais pas prévu, qui a été posée par Raphaël dans les commentaires, et qui m'a demandé, est-il constitutionnel? Alors là, je ne dépends pas de cette santé des gens. Le pass sanitaire peut-il avoir une existence légale vu qu'il diffuse des données médicales? Et une personne qui produirait un faux passeport peut-elle être considérée comme portant préjudice à autrui? Surtout si elle produit un faux passeport, elle commet un délit pénal déjà. Oui. Ça s'appelle un faux. Par définition, oui. Il n'y a que les ministres qui ont le droit de faire ça. C'est vrai. Mais c'est pas ministre, tu peux pas. Mais le fait est que... alors, il y a plusieurs questions là-dedans. Est-ce que le pass sanitaire peut être légalement imposé? Oui, la preuve, il va l'être. D'accord. Est-ce qu'il peut restreindre la liberté de déplacement? Alors ça, en soi, oui. Parce que qu'on va considérer que la liberté s'arrête là où commence l'ordre public, et donc la santé publique est une composante de l'ordre public, quoi, monsieur. On va chercher sur la philosophie du droit. En fait, c'est-à-dire que, on va dire, mais j'ai une épidémie. Dans le cadre de cette épidémie, j'ai le droit de protéger la population en évitant contamination, machin. Et j'instaure une proportionnalité parce que je dis que ce rassemblement blanc depuis 1000 personnes, machin. Alors, moi, je pense qu'il faut faire plus simple avec ce pass sanitaire, je veux dire. Ce truc, quand on va découvrir qu'on est en France, quoi. En France, on est quand même le pays qui a été capable de se faire poursuivre, en tout cas de faire enquêter dans le parquet national financier sur une application qui ne marche pas, quoi. Tous anti-Covid. On a été capable, effectivement, de violer les règles des marchés publics en balançant, donc ça, Anticor a balancé une plainte au favoritisme. Ouais. On n'a fait aucun appel d'offres pour un truc qui ne marche pas. C'est extraordinaire. On va se faire poursuivre un truc qui ne marche pas. Quand on voit la capacité qu'on a eu à mettre des tests en place, quand on voit la capacité qu'on a eu à mettre des vaccins en place, quand on voit la capacité qu'on a eu à mettre une application de traçage en place, je ne suis pas très inquiet pour le passé. On a mis la fiche dans les aéroports. On a mis des Ça, on l'a fait.
C'est-à-dire que les masques, c'est le privé qui l'a fait. Enfin, tout ce qui veut truc, quand il y a un truc à faire dans ce pays, c'est le privé qui l'a fait. Donc l'État gère, on n'a pas de raison de s'inquiéter. Ouais. Mais justement, alors le passeport vaccinal, c'est une question qui avait été posée. Alors là, on est vraiment dans la prospective, hein, mais est-ce que tu penses que ça va durer, que ça va être reconduit Alors, si tu regardes la loi, alors ça dépend. Il y a deux choses. Le pass sanitaire européen, le fameux pass sanitaire européen, où tout à coup on a abrogé. C'est assez marrant ce truc d'ailleurs, l'espace sanitaire. C'est très drôle. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, juste, il faudrait qu'on définisse pass sanitaire européen, et puis il y a aussi passeport vaccinal. Beaucoup de gens confondent passeport vaccinal et le pass passeport sanitaire. vaccinal, il n'existe pas. Il n'y a pas de passeport vaccinal, genre. Le passeport vaccinal, ce serait l'idée de se dire j'impose un vaccin pour voyager, j'impose un vaccin pour telle catégorie de déplacement. Ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible, c'est pas dans les textes. Même la Commission européenne a dit que c'était d'autant moins possible que ça créerait une discrimination pour les personnes ne voulant pas ou ne pouvant pas se faire vacciner. C'est pour ça d'ailleurs, en passe sanitaire, en mettant pour le coup, un test PCR à la place, effectivement, du vaccin, le cas échéant. Bon. Mais ça pose un problème qui n'est pas inintéressant. C'est de se dire, politiquement, il reste quoi de l'Europe? Alors, je m'explique. C'est intéressant parce que le principe en Europe, c'est la liberté de circulation. Tu pouvais te déplacer comme si c'était un seul territoire. On a aboli la notion de frontière. La fameuse Schengen. La fameuse espace Schengen. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai vécu à Rome, on a considéré que tout ça c'était un seul pays. Et qu'il n'y avait pas de barrière douanière. Ni sur les produits, sur les marchandises, ni sur les personnes. Mais tout à coup, on dit ouais, mais la santé, c'est la compétence des États membres, ils ont le droit de fixer un peu ce qu'ils veulent pour faire rentrer chez eux. Ok. Donc, il n'y a plus d'espace Schengen. Alors. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a un demi pour les capitaux, et pas pour les personnes. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on est en train de donner corps à toutes les positions nationalistes. Bah oui. C'est ça, ce que je me disais, oui. Bah ouais. C'est-à-dire quand pas vraiment, parce que d'un autre côté, étant donné l'incompétence des États souverains à régler la crise, il y en a qui peuvent aussi vous dire, ah bah oui, mais regardez comment la France a été nulle, si on avait eu plus d'Europe. Ah ouais, c'est une question qui m'est posée là. Est-ce que la France aurait mieux géré sans lui? On va se poser la question différemment. Est-ce que l'Union européenne avait le droit de gérer? Eh ben en fait non. Légalement? Légalement, elle n'a pas le droit de gérer. Pourquoi? Parce que la santé relève de la compétence des États membres. On nous a suffisamment empêché de clonner avec ça. Quand je dis, j'ai un exemple très clair, hein, moi par exemple, je dis, non mais attends, la molécule elle est autorisée en Italie, putain, il l'a prescrit le Botox, là, pour un truc pour changer esthétique, esthétique. Mais tous les médecins peuvent la prescrire. En Angleterre, quand elle était encore dans l'espace, c'était effectivement les esthéticiennes en gros qui les injectaient. En Italie, c'est les généralistes. En France, c'est les chirurgiens et dermatologues. J'arrive et je dis, bah non, mais attends, là, il y a une discrimination. C'est pas justifié, quoi. En Europe, machin, on dit, ah, mais non, la santé, chaque État fait ce qu'il veut, c'est de la compétence de chaque État. Et là, tout à coup, on dit, non, mais tu comprends, c'est de la compétence de l'Europe. En gros, c'est de la compétence de l'Europe quand j'ai envie, et l'État quand j'ai envie, quoi. C'est ça qui marche pas dans cette histoire. Et là où c'est quand même un truc intéressant, si tu veux, c'est que, au fond, c'est un peu traître ce qu'ils font, parce que, au fond, que tu balances des tests PCR, machin, pour voyager à droite et à gauche, tout ça. Mais ce qui pose un problème, c'est que tu crées une discrimination, en fait, parce que, d'une certaine façon, parce que, normalement, un mec de chez toi, comme je disais tout à l'heure, l'espace communautaire, c'est un espace unique, en fait. Où on considère que c'est comme si aux États-Unis, tu voulais un test pour à New York, ou voilà. Et ben là, on a tout à coup considéré que l'Europe avait décidé souverainement qu'il fallait un test spécial pour chaque pays. Mais c'est pas de sa compétence. C'est ça le problème de fond. Tu vois c'est qu'on on est dans une nouvelle ère politique. De toute façon, dans une nouvelle ère tout court. Vous appelez ça la gouvernance. Oui, c'est ça, la gouvernance. La gouvernance et la démocratie participative aussi. Oui, je sais pas qui participe d'ailleurs. Ça n'a aucun sens. C'est un peu comme le concert d'Indochine. Voilà, exactement. On ne sait pas trop qui est là, mais il y a des gens qui sont là, paraît-il. À quoi ressemblent d'ailleurs les textes? Parce qu'il y a beaucoup d'observateurs sur les réseaux sociaux. Alors quand je dis observateurs, ça peut être n'importe qui. Hein. Et je l'ai très souvent entendu dire, mais très souvent sans source, que les contours des textes de loi concernant justement le pass sanitaire sont fous au possible. Que par exemple les jauges ne sont pas écrites, c'est-à-dire que si demain ils veulent dire que c'est une jauge de 6, c'est une jauge de 6. S'ils veulent dire que c'est une jauge de 1000, c'est une jauge de... C'est vrai ça. Les jauges ne sont pas définies, donc c'est purement de la décision arbitraire. Non, c'est des... Parce que si les choses ne sont pas définies, ça veut dire que demain on peut faire comme dans le sketch de Bigard et dire un groupe de 1, c'est déjà terminé, quoi. C'est un peu l'idée. En fait, ce qui va se passer, c'est là où il y a un flou, c'est là où... Non mais bon, comme on peut avoir confiance dans le gouvernement, il n'y a aucun... Ouais, voilà, heureusement. C'est pour ça. Et donc, comme on sait bien qu'effectivement, il ne demande jamais, et que donc la parole... C'est la réalité qui ment.
C'est la réalité qui montre que la parole du chef de l'État a quand même une valeur souveraine. Puis Jean Castex suprême. aussi. Et puis Jean Castex. Aucun raison. Jean Castex, c'est un type qui vient du terroir. Du terroir. Bah, de Bordeaux d'ailleurs. De Bordeaux, peut-être d'ailleurs. Bon, d'accord, il a un petit peu fait ses armes dans la haute administration, mais c'est à Bordeaux qu'il l'a fait. Comme il avait géré la crise. Non, il est là parce qu'il était un peu Monsieur Covid au départ quand même. Alors, non seulement il était un peu Monsieur Covid, mais il faut savoir que Jean Castex, tu sais que depuis le départ, ce qui me fait beaucoup rire, Ouais. c'est que tout le monde te dit ouais, mais en fait, il n'y a pas assez de lits en réa, et puis les hôpitaux, ils se mettent avec la tarification à l'activité, machin, tout ça. Il y a un mec qui a dit, avec cette réforme, la sienne, Bien. l'hôpital va entrer dans le 21e siècle. Il entrera de plein pied dans le 21e siècle. Il s'est surtout craché de plein pied dans le 21e siècle. Oui, 21e siècle, mais post-apocalyptique, un truc Oui, c'est des ça. années 80 Ouais, où les trois quarts des gens meurent. Ouais, je veux dire, c'est extraordinaire parce que, alors, ce qui me fait beaucoup de rire. Cyberpunk en fait, c'est ça qu'il voulait. Mais juste pour une parenthèse, je vais la refaire, je trouve ça extraordinaire parce que j'étais le premier à avoir gueulé sur la nomination de Castex, au point que j'avais été interrogé par le Huffington Post qui dit pourquoi vous vous excitez sur la nomination de Castex Je dis mais putain, ça fait 3 mois, tout le monde vous dit qu'on est exempt sur les hôpitaux, on va faire une réforme, machin. Il faut refaire une réforme pour déformer la réforme. Mais la réforme, c'est lui qui l'a faite. Mais voilà. Et donc, Mais il n'est pas trop mis en face de cette contradiction d'ailleurs par les Non. intervieweurs politiques. hein. Jamais. Mais jamais. jamais. Je sais pas pourquoi. Alors que, ce qui m'éclate, c'est que Édouard Philippe, pour la petite histoire, quand même t'explique dans le discours qui ouvre le Ségur de la santé, le fameux grand soir du Ségur de la santé en juillet, parce que les soignants en avaient marre, donc il a fait ce putain de Ségur de la santé qui a servi à rien, où effectivement, il dit, oui, il faut entrer dans cette nouvelle ère, la T2A a vécu, c'était une mauvaise idée, voilà, machin. C'est une mauvaise idée, tu nommes le mec comme successeur, qui est à C'est lui qui l'origine l'a de nommé, l'idée. du coup, mais. Ouais, enfin bon, je trouve ça extraordinaire, quoi. On dirait. Ouais. Et donc tout ça pour dire que à la fin de la fin, il y a un truc, c'est que effectivement la loi n'a pas prévu jauge sanitaire et c'est renvoyé au décret. En fait, c'est le gouvernement qui, dans un décret, devra préciser la jauge. Mais alors ça, c'est juste nous prendre un peu pour des cons. Parce que quand Florian Philippot ou d'autres, c'est pas beaucoup qui gueulent quand même, hein, mais quand les gens qui gueulent disent non mais attends, tu me prends vraiment pour un âne là. La réponse est oui, tu me prends vraiment pour un âne. Parce que du coup, je crachais, je te jure, je lève ma droite et jure, ce sera 1000 personnes. Bon, sauf si c'est 500. Puis attends, il y a un truc qui est assez extraordinaire, je vais pas le retrouver là, mais c'est pas grave. Il y a un truc qui est assez extraordinaire dans le texte, et c'est qu'on dit, ouais, alors, bon, les préfets peuvent adapter les mesures, quoi. Donc, est-ce que ça veut dire, c'est une question que je me suis posée, j'ai pas la réponse, mais si j'en crois le texte, oui, qu'en Ile-de-France, c'est tous les rassemblements de 1000 personnes, mais en Saône-et-Loire, ou à Bordeaux, tiens, ce sera 10 personnes. Bah, si j'en crois le texte, oui. D'accord. C'est un peu comme les masques. Le préfet, en fait, quand l'État... Alors, les préfets, qui par ailleurs vont disparaître, c'est ça que je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Le truc assez marrant, c'est que, si tu veux, il y a un truc, quand l'État ne veut pas prendre une responsabilité... En général, quand il délègue un truc au préfet, c'est que c'est pourri. C'est que ça pue. C'est que ça pue, quoi. C'est que ça pue. C'est qu'il veut pas endosser la C'est responsabilité. que, bah, ouais, mais et puis ça peut aussi dépendre du nombre de gilets jaunes, quoi. Ça peut être utilisé comme outil Oui. pour faire. D'ailleurs, au concert d'Indochine, là, ça va être la bêta test des nouvelles caméras intelligentes de Darmanin. Celles qui reconnaissent. Non, mais il le fait. Hein, il a Je dit. sais qu'il le Il va fait. tester les reconnaissances faciales et tout. Non, mais au moins, Bêta test, là. au moins, il est intelligent, de toute façon, il profite un peu, puis derrière, il a les empreintes digitales aussi. Ah oui, mais sur une personne, c'est comme les études de. Et alors, il y a un truc qui se fait en ce moment qui est totalement illégal, par exemple, où, qui m'amuse assez, non, c'est pas drôle d'ailleurs, mais où le texte prévoit, à ma grande surprise, mais c'est comme ça, qu'on pourra imposer un pass sanitaire, notamment pour revenir des DOM, des départements d'outre-mer, qui en l'occurrence n'existent plus, mais bon, c'est pas grave, ça s'appelle plus DOM, mais les législateurs ne le savent pas. Mais Il l'a mis dans le. oui. Le législateur ne sait pas que c'est pas des DOM, c'est pas grave. Hein. Les collectivités outre-mer maintenant qui réunissent les DOM et les DOM. c'est vrai. Non, mais il l'a mis d'homme dans le texte. Oui, les DOM. Et alors, sauf que ce qui m'amuse, c'est que les mecs ils sont déjà soumis à un test PCR, machin, tout ça, vidéo, le passeport sanitaire. Donc on n'a même pas attendu la loi qu'on l'applique déjà au moins. Si on était comme ça à chaque fois dans ce pays, ce serait extraordinaire. Ah ouais. Mais alors justement, on parlait de l'obligation vaccinale qui était quand même compliquée à mettre en place, mais il y a des gens qui la souhaitent, qui la demandent, cette obligation vaccinale. Eh ben, il y en a aussi, oui, à la PHP notamment. Et beaucoup de gens me demandaient justement quel est l'intérêt de la PHP de faire, entre guillemets, du lobbying. Dans ce sens-là. Attention, juste quand je dis la PHP, je ne vais pas dire de conneries, parce que c'est certains professeurs de la PHP, on a beaucoup l'impression depuis le début, on entend souvent dire la PHP pense ça, le conseil scientifique pense ça, La première règle, l'autorité pense c'est ça. que le conseil Alors que scientifique, il y a des gens. scientifique ne pense rien. Oui.
pense pas. Oui, ils ont pas de... Mais non, mais il y a des gens au conseil scientifique, il y a des gens pense pas comme... non plus. Il y a Franck Chauvin, par exemple, il a jamais été pour le confinement. Et après, il a quand même dit, d'accord, non, mais quand même, parti conseil scientifique, il l'a voté. Hein. Bon, au passage. Hein. Fait... Il y a à un moment donné, un ministre, sans que ça démissionne, c'est un petit peu pareil pour un mec du conseil scientifique. Alors hein. pourquoi il a... Ouais. Justement, toute la question, pourquoi alors, même les quelques rares qui ont un avis, entre guillemets, dissidents... Il y a deux réalités. Ils y vont finalement. Pour avoir un peu l'habitude de ces conneries, il y a deux réalités. La première, c'est l'effet média. Ouais. Bien. Ça, il faut écouter dans le débat qu'on avait organisé entre Blachier et Alarcane, Blachier le dire. Blachier le dit très bien. Vous avez vu, je trouve ça énorme d'ailleurs. Du point, le masque, il a toujours, en extérieur, il a toujours dit non. Oui, non, Blachier dit qu'il y a certains mecs, tout à coup, qui ont découvert qu'en faisant peur aux gens et en mettant de l'huile sur le feu, en espèce de surenchère, ils passaient à la télé. Quoi. Et que du coup, il y avait un côté addictif avec la télé. Ce qui est vrai, hein, il y a un côté addictif, je veux dire, au sens où effectivement, les mecs, tout à coup, qui connaissaient, c'est ce que je pense qu'on s'amuse beaucoup, c'est qui savait ce que c'était qu'un infectiologue il y a encore un an? Personne. Et tout à coup, on parle plus que d'eux. T'imagines, là, en un an, il y a une profession entière qui a émergé et qui fait la pluie et le beau temps en France. Où tout le monde ne jure que par eux. Les réanimateurs, c'est des mecs qui sont des bêtes, je veux dire, au sens des bêtes de travail. C'est des petites bêtes vraiment, ils ont des conditions terribles de travail, ils sont des bêtes de somme. Des petits qui sont à la réa, qui sont à la mort tous les jours. Des types qui sont, tout à coup, c'est des types qui sont, au contraire, qui sont dans... On les cache un peu, les réanimateurs. Tout à coup... mais on leur met des sacs poubelles, alors c'est pas joli à l'image. C'est technicien, la réanimateur, c'est vraiment les techniciens de la réa. Et là, tout à coup... C'est peut-être bien. Et du coup, c'est bien, sauf que pour passer à la télé... Tu dois faire peur aux gens. C'est pas les rassuristes. Ouais. Bah, si tu fais pas peur, alors ça dépend. Il y a un an. Bah oui, t'es quand même un contre-exemple. Ah oui, mais ça, c'est il y a un an. Ouais. Il y a un an, on avait dit que c'était une grippe. Et en fait, celui qui décide ce que ce sera, c'est le gouvernement et les médias. D'ailleurs, regarde, il n'y a jamais eu d'épidémie en Chine au début. C'est intéressant, ça, ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le gouvernement chinois, il a dit quoi au médecin qui disait, mais il y a un truc qui est en train de se passer. Il a dit, non, il n'y a rien qui est en train de se passer. Tu me signes un truc, la peau d'affaires qui est en train de se passer. Donc il s'est rien passé en Chine. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Oui, je sais qu'il se passe quelque chose. Mais il s'est passé quelque chose le jour où le gouvernement a décidé qu'il se passerait quelque chose. Bah, c'est pareil en France. Il s'est passé quelque chose le jour où le gouvernement a décidé qu'il se passerait quelque chose. Et là où il se passe, je ne vais pas dire plus rien, mais on va respirer. On n'est pas dans la situation qu'en mars l'année dernière, les stats le montrent. Ah bah oui, mais non, il continue de se passer quelque chose. Et pourquoi il continue de se passer quelque chose? Parce que le gouvernement a décidé qu'il continue de se passer quelque chose. Et comment il le décide? Parce qu'il y a des mecs à la télé qui lui disent si jamais il se passe pas quelque chose, et ben t'es un mauvais gouvernement, et ben ça va être un gros problème. C'est de la com, en fait. Et une temporalité à maintenir. Et une temporalité à maintenir. Temporalité du capital, on dit certains. C'est ça. Ouais, non, mais il y a un truc à maintenir. Mais justement, le gouvernement fait une campagne d'information, certains la qualifieraient de désinformation. J'ai une question qui est tombée aussi. Concernant, donc, quand je parle d'information et des informations autour des mesures sanitaires, est-ce que cette propagande nuit au principe de consentement libre et éclairé? Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on entend partout et que personne n'est capable de définir? En tant que juriste, c'est quoi cette histoire? Consentement libre et éclairé? Oui, du point de vue légal, j'entends. Du point de vue légal, c'est relativement simple. C'est un consentement où c'est l'obligation d'information du médecin qui doit porter sur les risques même exceptionnel. Alors en fonction de la nature de l'acte, ça varie plus ou moins, mais on doit t'informer des bénéfices et des risques que tu prends, auxquels tu es soumis lorsque tu as conclu un acte médical. C'est-à-dire que notamment sur la vaccination, d'ailleurs c'est prévu, à l'autorisation de mise sur le marché, elle est conditionnelle, et donc le texte, le règlement communautaire qui régit la même conditionnelle, te dit qu'il faut que les patients soient informés du fait qu'elle soit conditionnelle. Mais alors ça, tu peux toujours courir. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les retours qu'on a des centres de vaccination montrent que des gens se sont fait vacciner. J'ai l'exemple de ma mère. Ma mère, c'est très clair, elle s'est fait vacciner. Elle dit, moi, je comprends pas, je suis sortie, j'ai été vacciné. Bah, j'ai dit, c'est ça. Je lui dis, mais tu y allais pour te faire vacciner? Bah non, j'y suis allé pour prendre des infos. Parce que je savais pas trop, tu m'as dit que c'était limite, que peut-être, mais qu'il fallait voir un ouais, il fallait en parler au médecin. Bah, je me suis dit, le médecin, il est pas là, je suis au centre de vaccination, au gymnase, à côté de chez moi, il y en a un, je suis allé, je suis rentré, on m'a dit, vous voulez faire vacciner? J'ai fait le tour, je suis ressorti, j'étais vacciné. Je me suis dit, vacciné quoi? T'as eu une info? Quel vaccin? Je sais pas. D'accord, on est dans l'illégalité. Et d'ailleurs, il y a une télé, j'étais censuré, Télé Liberté, sur laquelle j'étais censuré, qui avait fait un super micro-trottoir en sortant de centre de vaccin. Mais alors, il y a quoi dans le vaccin là? Ah bah je sais pas. Mais à quel vaccin vous êtes fait vacciner? Bah je sais pas. Voilà.
Ils avaient dit que les Français ne pourraient pas choisir leur vaccin. Ça d'accord, mais au moins qu'on t'informe de quel vaccin, de ce qu'il y a dedans et des risques que tu prends. Surtout que le conseil scientifique, si je ne dis pas de bêtises, il y a une semaine, nous a dit que ceux qui avaient fait leur premier vaccin à l'Astra pouvaient faire le second ouais, mais tu vois, au Pfizer. Alors, ce n'est pas la même... je suis pas médecin. Et là, tu es confronté à un problème, tu veux informer comment les patients de ce qui va se passer. Il y a un corpus, il y a des études ou pas? Non. C'est-à-dire que on entend dire que les risques de complications à la suite de la vaccination seraient supérieurs aux risques de cellules du Covid. On entend des gens dire l'inverse. Toi, tout à l'heure, tu avais l'air plutôt d'aller dans le premier sens. Mais il y a un corpus. Non, il y a des études ou pas. Moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, c'est relativement simple, ces conneries. En fait, c'est comme toujours dans cette crise. Il faut de temps en temps fermer sa gueule et réfléchir. C'est ça le bon critère. C'est aujourd'hui, quand tu as 60 ans et plus, qu'est-ce qui est pour toi grave? C'est potentiellement de faire un Covid grave, parce que tu sais que tu es dans les stats, tu sais qu'effectivement c'est de la médecine de santé publique, c'est de la statistique. Tu sais que quand tu as des comorbidités, l'obésité, l'hypertension, le diabète, tout ce que tu veux, même si tu es jeune, et en Seine-Saint-Denis, c'est intéressant parce qu'on t'a dit que les patients sont plus jeunes, et donc on a fait flipper tout le monde avec ça. Mais on a juste oublié un truc, c'est que d'abord c'est très relatif, mais ensuite, parce que les retours qu'on a, c'est des patients plus jeunes avec comorbidité, plus jeunes, tout est relatif, mais ils étaient un peu plus jeunes que la moyenne nationale, et parce qu'ils étaient gravement malades. Parce que la blague, on a découvert dans un département pauvre, les gens ont les moins bonnes conditions de santé. Ça, il fallait au moins être effectivement ministre pour le savoir. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'as pas ces critères-là, tu ne fais pas partie des populations à risque. Alors, tu peux choisir de te faire vacciner, il n'y a pas de problème, c'est un choix. Mais je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui dire, si tu veux, que le bénéfice de la vaccination sur toute une tranche de la population est supérieur au risque, puisque tu ne connais pas son risque. Mais on ne peut pas dire l'inverse non plus. Tu peux pas dire l'inverse. Tu peux forcément dire l'inverse. Tu es obligé de dire que le risque de la vaccination est nécessairement supérieur au risque que tu as de faire une forme grave du Covid, notamment chez les jeunes, puisque concrètement, tu ne sais pas quels sont les effets de la vaccination. Aujourd'hui, concrètement, quand tu as un mec qui se fait vacciner par AstraZeneca et qui fait une thrombose, on te dit c'est pas grave. C'est pas grave, c'est parce qu'il a fait la thrombose quand même, en l'occurrence. La question, c'est quelle était la probabilité de faire une forme grave de Covid? C'est ça la vraie question. Là, tu coupes le son, hein. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Il y a eu des coupes ou... Non, il n'y a pas de coupe. Donc, tu vois, et le consentement libre et éclairé, ce serait concrètement ici de venir dire, eh bien, il est libre d'un côté, c'est-à-dire que je ne peux pas être contraint à l'acte. C'est déjà un gros problème, je l'évoquais tout à l'heure avec Bordeaux encore, et cette vaccination en anneau où tu vas aller picouser des gens en disant si tu veux pas, je te mets en quarantaine forcée. Ça, c'est quand même incroyable. Je suis pas malade. Non, je suis pas malade. Je veux dire, je suis cas contact. Cas contact de cas contact. Je suis même pas malade, je veux dire. Mais non, je n'ai même plus le droit de consentir librement à un acte. Alors si tu peux. Mais si tu consens pas, t'es libre. Mais si tu consens pas, je te fous en quarantaine forcée. Et éclairé, ça veut dire que concrètement, tu dois avoir une connaissance des effets, du bénéfice que tu attends de ton produit de santé et des effets de celui-ci. Ou une connaissance du fait qu'on n'a pas les données. Ou une connaissance du fait qu'on n'a pas toutes les données. Mais c'est ce que je disais d'ailleurs pour la vaccination à plus de 75 ans, lorsque je disais au départ, et c'est à partir de là où il y a une espèce de grand désert télévisuel, que ça n'a pas plu à certains journalistes que je dis ça, je disais les copains, vous êtes en essai clinique géant. Moi, je vais déposer une plainte parce que concrètement, c'est un essai clinique sauvage que vous faites. Vous m'expliquez que les données sur les plus de 75 ans sont telles que vous n'avez pas pu démontrer l'efficacité. Alors moi, si vous faites ça, c'est un essai clinique. C'est pas grave. Mais il faut le dire. Mais il faut le dire. On n'a pas le droit de mentir aux gens. Les gens auraient quand même... Et alors, j'ai un médecin qui m'a dit un truc extraordinaire sur un plateau, il m'a dit, vous imaginez bien que si on fait ça, les gens, ils vont pas consentir à la vaccination. Chérie, tu viens de découvrir le consentement libre et éclairé. Voilà. D'accord. Alors justement, parce qu'on parle des personnes âgées, ta vision de la jeunesse, il y en a qui diraient qu'elle est faite pour obéir, il y en a qui diraient qu'elle est faite pour être libre. Qu'est-ce que on pourrait dire, qu'est-ce que tu dirais à un jeune aujourd'hui qui se dit, voilà, moi je sais pas si je vais me faire vacciner, admettons, bon, il va pas au concert d'Indochine, donc il est pas, c'est pour... Ouais, mais déjà, je parle pas assez au concert d'Indochine. Ah bon, alors du coup, qu'est-ce que tu dirais à un jeune... Comment on peut ne pas au concert d'Indochine qui se dit, voilà, je vais... Non, mais c'est vrai, mais il devrait le rendre obligatoire, le concert. Comme le vaccin. Comme le vaccin. Si tu vas pas au concert d'Indochine, t'es en quarantaine forcée. Exactement. C'est le variant indochinois. Ouais, exactement, ouais. Ouais, exactement. Ils vont nous le faire. C'est ça. Qu'est-ce que tu lui diras à ce jeune-là? Parce que il va pas relire Aristote pour se poser les fondamentaux du libre arbitre. Oui, non, mais d'accord. Il a tort. Ouais, il a McFly et tort. Carlito, c'est pas. Mais, ou alors il relit Spinoza et il se dit bon bah de toute façon je ne choisirai pas puisque je suis déterminé. Mais je veux dire si le mec il est un petit peu école française, un peu cartésien. Je propose de rester devant cette vaccination à réfléchir.
Voilà, on envoie des millions de jeunes devant des centres de vaccination lire du Spinoza, et puis on va voir. Ça, c'est une résistance. Ça, c'est une Ça, résistance. quoi. Mais jusqu'à 21h. Mais non, pas plus de... Pas plus de 6. Pas plus de 6, Spinoza. Oui, mais 6, tu peux faire 6, des groupes de 6, ça s'appelle des clusters de 6. Ah ouais, d'accord. C'est quoi la distance qui détermine un groupe entre deux... Aucune. 2 mètres. Parce que c'est des distances... Alors non, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que dans le groupe de 6, il faut être à 2 mètres? Normalement, tu dois être à 2 mètres sur tes 6. Mais si tu as 6 personnes de 2 mètres qui sont à côté d'un groupe de 6, il n'y a plus de distance. Alors là, par contre, pour le coup, il faut aller expliquer ça à un autre mec qui n'a pas lu Spinoza, qui est le mec des forces de l'ordre, qui va venir te... Voilà. Et là, de toute façon, ça se passera mal. Je suis pas d'accord, les forces de l'ordre lisent Spinoza. Ouais. Mais... Et vont concerne de Chine. Non, ce que je dirais à un jeune aujourd'hui, c'est 2 choses. 2 choses importantes. Vraiment. Moi, j'ai des gamins, j'ai vraiment des jeunes aussi chez moi. J'ai un fils qui a 19 ans, bon, on va quand même dire bon. Et je dirais, d'abord, n'aie pas peur. Cool, quoi. Respire. Tu fais une grande inspiration. Ça va bien se passer. Et ça va bien se passer. Voilà, tu mourras pas du Covid. En tout cas, si tu meurs du Covid, arrête de fumer, arrête de boire, arrête d'aller en soirée, arrête de prendre ton scooter, arrête de prendre en main Claude François qui est mort dans son bain. Tout ça, là, c'est vachement plus dangereux que le Covid, déjà, pour toi. Premièrement, ça c'est vachement important. Deuxièmement, moi je l'aime bien ce Covid pour toi. Je trouve que c'est une super opportunité pour toi. Parce que, effectivement, tu t'es un peu fait planter pendant 1 an, tu as un petit peu galéré pendant 1 an. Alors j'espère que quand même, effectivement, t'es pas sorti de là trop amoché. Mais peut-être d'abord, il faut recommencer à vivre. Tes potes, il faut aller les voir là. Laisse tomber les consignes sanitaires de merde sur lesquelles, laisse tomber. J'exagère évidemment. Je veux dire, mais va pas te mettre dans la tête. Les consignes sanitaires, elles sont ce qu'elles sont. Mais tu as le droit de retourner voir des gens pour faire la fête. Tu as le droit de faire la fête. Ça y est, maintenant, le gouvernement même t'en donne le droit. Donc tu vois bien qu'effectivement, il n'y a rien de sanitaire là-dedans. Il y a 1 semaine, tu n'avais pas le droit. Là, aujourd'hui, il y a 1 semaine, à 19h, le virus, effectivement, tu pouvais choper le virus. Ouais, mais il y a toujours une date. Donc, Non, mais je veux dire, donc, tu vois bien qu'à un moment, je vais pas te dire de ne pas respecter les règles, je vais te dire de les respecter intelligemment, en fait. Et d'abord, dernière chose, ensuite. C'est super. Parce que peut-être que c'est l'occasion de réfléchir. On n'est pas loin de Macron qui nous avait sorti 2-3 trucs comme ça. Le Covid est... Non, c'était qui avait dit ça? Le Covid est la meilleure chose qui soit arrivée au président. C'est Bruno Bonnell qui avait dit ça, qui nous a déjà pourri notre enfance avec ses jeux vidéo infogrammes de merde, et qui maintenant est allé dire le Covid est la meilleure chose qui soit arrivée à Macron. Ce que je dis, c'est que l'année prochaine, tu vas voter. Souviens-toi. La question, c'est quelle société tu veux? Alors peut-être que l'alternative, moi je te dis pas pour qui voter, tu aurais peut-être que très bien, tu peux voter pour qui tu veux, mais l'alternative effectivement que tu vas avoir, non, pas parti pour être génial, mais elle est partie pour être très prévisible déjà. Mais à un moment, ne regarde pas le live de McFly et Carlito, parce que tu risques de le trouver sympa l'autre. Le truc qu'il va falloir gérer pour toi, c'est de se dire, est-ce qu'on n'essaye pas de m'enfumer là quand même? C'est une vraie question, hein. On m'a privé de la fac pendant 1 an, mais les BTS, on les envoie... Ah oui, alors on me posait beaucoup de questions sur les BTS. On les envoie en examen à 400, quoi. Ouais, alors moi j'avais eu une question... Je peux passer dans le métro, mais je peux pas aller dans un parc. Ouais. Donc ça fait 1 an qu'on me prend pour un con, là. Ouais. Et si je commençais maintenant à essayer d'y réfléchir un peu à pourquoi, qu'est-ce qui se trame derrière, et maintenant, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Tu crois que Macron, avec vraiment... le meilleur de ce qu'il peut y avoir en com à LREM, en rappelant Sibeth, en rappelant les réservistes, il n'y a aucune chance qu'il arrive à faire tourner sa gestion de la crise épidémique par un gigantesque coup de com en un truc positif au niveau de... Non, c'est une épine dans le... La seule chose qui pourrait se passer, mais qui ne se passera pas, c'est que vraiment, là, tout à coup, il n'y a plus d'épidémie, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne en réa. Mais on va se la traîner jusqu'aux élections. De toute façon, Oui, c'est ça. De toute façon, la PHP veille. Enfin, la PHP, les mecs de la PHP qu'on citait tout à l'heure veillent, quoi. Ils veillent au grain, attention, t'as vu, là, il y a des mecs qui disent « Oh, mais t'as vu, là, t'as fait la fête, là, oh, t'as vu, c'est à cause des jeunes. » J'ai entendu ça, c'est même blague, sur BFM. On a entendu des mecs dire « Mais les jeunes ont fait la fête, là, ils sont irresponsables, on a vu plein de jeunes en terrasse. » En même temps, ça aurait ouvert, les mecs, ils y vont, quoi. Et allez, maintenant, ils disent « Mais la distanciation sociale !» Donc, tu vois, à un moment donné, il faut que les jeunes, il faut que vous sortiez de ce syndrome de la culpabilité. On essaie de vous culpabiliser en permanence. Et il faut vraiment arrêter, quoi. Maintenant, il faut arrêter. Et donc, il n'y a aucune... Tu sais que, il y a une étude anglaise intéressante qui a montré qu'en fait, on a fait peur aux gens exprès. C'est pas rien, hein.
Parce que c'est une étude qui est dans le cerveau des gens ou... Non, c'est-à-dire qu'on a dit, ouais, on leur a fait peur, parce que si on leur a pas fait peur, ils n'auraient pas obéi. Ouais. Ça, donc, on voit bien que on leur a fait peur. J'essaie de retrouver un truc dont je parle, mais je pense que je vais pas le retrouver, mais le ministre de la Santé belge avait dit un truc extraordinaire, où il avait dit, on dit, vaccination, tout ça, machin, des jeunes, il dit, ouais, je sais, c'est pas utile, mais c'est bien qu'ils soient vaccinés, quoi. Tu vois, et le mec, il dit, il n'y a pas d'études, ouais, il faut pas faire le grave, c'est vrai, mais c'est bien, c'est bien. Ça rassure. Ça rassure. Ils ont un peu dit le même truc sur les masques, hein, au bout d'un moment. C'est ça rassure. Et donc, c'est quand même extrêmement intéressant, parce que, l'un dans l'autre, on est dans une configuration où c'est plus sanitaire, tout ça. C'est politique. C'est politique. Et donc aujourd'hui, quand j'ai 19 ans, quand j'ai 20 ans, la vraie question c'est, et on va se la poser d'ailleurs pour la vaccination, mais la vraie question c'est, parce que la vaccination, il y a un élément aussi important, c'est est-ce que j'accepte de me faire vacciner pour aller en vacances? Moi j'ai chez moi des collaborateurs qui ont 25-30 ans, mes collaborateurs, ouais 25, 27, 30, ouais je m'en fous, je vais me faire vacciner, ça me saoule quoi, j'en vais en Espagne, c'était... Voilà, de toute façon, tous les gens que j'entends se faire vacciner, qui sont des jeunes, c'est parce qu'ils ont envie de partir en vacances cet été. Je n'ai entendu que ça pour l'instant. Ben moi j'ai une question à poser quand même, c'est... Alors qu'on a des régions magnifiques comme Bordeaux, on pourrait rester chez nous. C'est exactement, ça devient un variant alors. Ouais, puis voilà. Il y a un truc important, c'est est-ce que c'est légitime de me faire vacciner pour aller en vacances? Est-ce que quand je pose un acte médical, parce que du consentement libre et éclairé tout à l'heure, donc je vais recevoir un vaccin dont je ne sais rien des effets à long terme, je n'en sais rien. Il y en a quand même certains qui se posent des questions, ils n'ont pas la réponse, mais ils se posent des questions sur la stérilité, sur la fertilité. Je veux dire, c'est une question qui se pose. Je veux dire, il faut accepter de se la poser. Accepter de dire je ne sais pas. Accepter de dire c'est peu probable. Mais il y a des gens qui veulent partir en vacances. Mais il y a des gens qui veulent partir en vacances. Et on s'en sort bien en France, parce qu'aux États-Unis, on t'offre des chèques. En Belgique, on t'offre une pinte maintenant, un demi de bière si tu te fais vacciner. Je sais plus dans quel pays on t'offre. Enfin, il y avait une vidéo sur le post il y a pas longtemps sur tous les trucs. Et je veux dire, il parle de pizza en Israël. Je crois qu'on est comme délirant. Mais la question qu'il faut se poser, et en plus c'est pas bien parce qu'en plus c'est l'obésité qui est une cause de comorbidité. Oui. Mais donc le truc c'est qu'on peut se poser la question. C'est un quand on est jeune. Je veux partir en vacances. T'as raison. C'est bien de partir en vacances. Maintenant. Si dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 1 an et demi, on te dit, ouais, mais c'est con, là-dessus, on a une maladie auto-immune, t'as un cancer, mon gars. C'est pas lié à la vaccination, hein, évidemment. C'est pas lié à la vaccination. Mais bon, vous êtes quand même 250 à être vaccinés. 250 à avoir chopé le cancer, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec la vaccination, évidemment. Et 10 ans plus tard, on te dira, bon, ça peut être un lien avec la vaccination pour les 150, parce que c'est le problème de H1N1 et la Suède. La Suède, H1N1. La narcolepsie dont tu parlais, ça a touché qui majoritairement? Les patients jeunes. Donc ça a flingué la vie, quoi. Et la difficulté qu'ils ont eu à faire reconnaître ça, mais en France, il y a des narcolepsies d'ailleurs, hein. La difficulté, sûr, mais ils n'arrivent pas à se faire indemniser, ils n'arrivent pas effectivement à. Donc, moi je dis pas que ça arrivera, mais moi je suis hyper honnête que dans ma démarche. Je dis les mecs là qui vous disent ça arrivera pas, est-ce que c'est les mêmes dont j'ai parlé tout à l'heure sur l'amiante là, qui vous disaient que l'amiante c'était safe, pas de danger, rien, zéro? C'est les mêmes? Parce que si c'est les mêmes, bah vous avez quoi vous faire un souci quand même? Alors que eux, ils savaient. Eux, ils le savaient et ils ont menti. Alors que là, on ne sait pas. Et donc, ils ne peuvent que mentir. En vous disant ça n'arrivera pas, ils mentent. En disant ça arrivera, ils mentent. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est tu prends un risque en te faisant vacciner dont tu ne connais pas l'étendue et tu ne sais absolument pas ce qui peut se passer. Et donc, que vaut ta vie? En gros, la seule donnée scientifique qu'ils ont, c'est Inch'Allah, quoi. C'est Inch'Allah. On sait que dans les 15 jours, on sait que dans les 15 jours à 3 mois du vaccin, tu ne mourras pas. Peut-être. Si tu as de la chance. C'est peu probable. Est-ce que ça vaut le coup pour aller bouffer du chorizo en Espagne cet été? C'est ça. Je veux dire, fais-le importer le chorizo. Et arrête-toi à Bordeaux, c'est pas très loin de l'Espagne. Mais le truc, c'est que c'est vachement important de se dire ça. Aujourd'hui, moi j'ai une collab qui dit ça, qui est très très bien, qui est super, qui dit ouais, mais moi j'en ai ras le cul des masques, machin. Alors déjà, quand tu vas le porter ton masque, déjà, parce que pour l'instant t'en sais rien quand même. Bien. Ensuite, effectivement, je veux pas me faire un test PCR. Bah, ouais, mais je veux dire, donc entre un truc dans le pif, ok, j'accepte l'idée que ça puisse être dangereux, machin, c'est peu probable quand même. Millions qui ont été faits, mais bon, ok, j'accepte l'idée que c'est plus agréable, pas bien, ce que tu veux, machin. Entre un test PCR et un vaccin qui est irrémédiable et irréversible, tu choisis le vaccin? T'es vraiment sûr, là? Non, moi, je m'en fous des conséquences à long terme.
Mais alors, je m'en fous des conséquences à long terme. Mais pourtant, tu as fait des études. Donc c'est qu'a priori, ta vie à long terme, tu t'en fous pas tant que ça. A priori, tu fais des projets. Et si demain matin, on te dit que tu peux pas avoir de gamin, et si demain matin, on te dit que tu as un cancer, si demain matin, on te dit qu'effectivement, tu as une narcolepsie, tiens, il y a une autre, tu fais quoi? Ah mais ça arrivera pas. Mais comment tu le sais que ça arrivera pas? Mais à la télé, ils ont dit que ça arrivera pas. Et de toute façon, tu penses bien que le gouvernement, il nous ferait pas faire ça? Mais le gouvernement, il en sait rien du tout. Puis il en a rien à foutre, le gouvernement, Le surtout. chanteur d'Indochine, il a dit que le gouvernement, il savait. C'est vrai, il sait. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi à un moment donné, je disais que c'est peut-être une opportunité pour les jeunes, de se dire, mais à un moment donné, il y a un truc assez marrant là qui circule en ce moment, qui m'amuse beaucoup, c'est qu'on considère que les jeunes maintenant vont plus avoir besoin du consentement parental pour se faire vacciner. C'est eux qui décident, même quand ils sont mineurs. Ah mais moi je trouve ça très bien. Donc ça veut dire que l'âge bête est fini alors. Donc les jeunes ne sont plus l'âge bête, moi j'ai jamais considéré que c'est l'âge bête. Donc c'est l'âge intelligent, et ben alors moi je relève le défi. Je relève le défi de l'information, moi je relève le défi ici, semaine après semaine, de venir dire exactement ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. De venir poser les problèmes en termes de vertu, de prudence. On n'est pas avec de dire Aristote, plus regardez la chaîne. Et donc, de venir poser le débat. Et puis après, vous allez poser les questions. Et après, eh ben, on invitera des gens scientifiques. Et vous verrez que les réponses, ils ne les ont pas. Martin Blachier a dit, est-ce que je fais vacciner les enfants? Non. Donc c'est clair quand même à un moment donné. Il dit, il n'y a aucun intérêt. Oui, les gens raisonnables disent que ça n'a aucun intérêt de vacciner la jeunesse. Donc pourquoi je veux le faire? C'est ça la vraie question. Il y a un argument face à cette incertitude qui est l'argument du gouvernement et qui est la vaccination solidaire. C'est-à-dire cette idée que tu te fais injecter un produit pour les autres. Mais alors, c'est sidérant, hein, mais... Non mais ça pose deux problèmes. Ça pose deux problèmes. Ça pose des problèmes de fou. D'abord ça pose un problème médical. Ça veut dire qu'en étant vacciné, je peux protéger les autres. Est-ce que j'en suis sûr de ça? Alors si j'en suis sûr... Je veux dire qu'il y aura toujours, par les variants, ça va... Non. On ne peut pas garantir qu'on arrivera à une immunité collective. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de me faire vacciner, je me fais vacciner, est-ce que je te protège en étant vacciné? Bah voilà. Alors les Américains viennent de faire un truc là. Non mais l'idée c'est l'immunité collective, c'est de dire si tout le monde... Ça veut dire quoi l'immunité collective? Et elle est atteinte à partir de combien l'immunité collective? Ça, ils ont l'air de dire 60%. Ok. Moi je tenais un truc qui sort effectivement des États-Unis. Et qui dit effectivement sur la question. Alors parce qu'aux États-Unis, ils ont essayé de dire un truc pour la vaccination, dire ouais, mais c'est pour protéger les gens des variants. Ouais. Bon, les scientifiques ont dit, Kurdoff a dit, non, attendez, foutre ma gueule là, ça protège rien du tout. C'est quoi ce doc? C'est un document effectivement qui sort des États-Unis, c'est une étude américaine sur la vaccination et sur la problématique effectivement de l'immunité collective. Et ils disent effectivement que l'immunité collective, pour faire simple, ils ne savent absolument pas à combien elle est. Ils disent 80%, c'est ce qu'on a dans les autres épidémies. Voilà. Alors, ils disent, si le nombre de cas reste faible à déclarer là, de plus en plus d'entreprises seront autorisées à rouvrir dans le but de se normaliser d'ici mai ou juin. Le pourcentage précis nécessaire entre l'immunité collective et la manière dont l'immunité doit être portée uniformément par la population pour soigner le virus reste à voir. Reste à voir. Donc, je veux dire, donc on ne peut pas me dire, effectivement, qu'on le sait. Même si une immunité de 80% est obtenue après tout, cette immunité doit être répartie plus ou moins uniformément dans une population. Donc, et on ne sait pas quel est le... Aujourd'hui, nous commençons seulement à comprendre tout cela. Ouais. Nous commençons seulement à comprendre tout cela. La question qu'on peut raisonnablement se poser, c'est la suivante. L'immunité collective, mais essayons de comprendre, essayons de réfléchir. Mes vaccins me protègent. Tu as 65 ans. J'en ai 19. Tu es vacciné. Qu'as-tu à craindre de moi? Si le vaccin marche sur toi? Je sais pas. Bah c'est ça la question. Et pourquoi cette question, personne n'y répond? Donc là, il y a une étude française qui vient dire qu'on est à 87% de réduction des hospitalisations avec le vaccin sur les personnes âgées. Et bien très bien. Pourquoi? Très bien. Pourquoi? Donc là, donc, si je suis à 87% de réduction, ça veut dire qu'ils vont choper le Covid. Alors posons-nous cette question, parce que pourquoi à ce moment-là, ils font vacciner les gens? Blachier, il te dirait, comme il avait dit pour les masques, on a peur de dédire, on veut montrer qu'on fait des trucs. Mais moi, cet argument, je le comprends pas, parce que si on est cynique... Si, moi je le comprends. Ah ouais, tu le comprends? Les Anglais disent ce que je donne l'impression de faire compte plus que ce que je fais. Et le gouvernement s'est planté sur toute la ligne. Les gouvernants mondiaux se sont ramassés sur toute la ligne parce qu'ils regardaient ailleurs, parce qu'ils étaient occupés avec le spectre de l'immortalité. Tout à coup, ils se sont découverts mortels. Et là, ils ont de nouveau l'occasion de rendre les gens immortels avec un vaccin. T'imagines combien c'est extraordinaire? Et donc, derrière, tu as quand même l'industrie pharmaceutique qui est quand même... Bon, on se souvient de qui? Il faut quand même que les gens le sachent.
Moi, je veux bien qu'on me vaccine avec des études qui disent qu'il faut une immunité à 100%, 80%, 40%. Mais je suis étonné, parce que il y a des études qui ont montré que les opioïdes ne provoquaient pas d'effets secondaires et de pharmacodépendance. Et que donc je pouvais les distribuer à grande échelle. Les études du 19e siècle. Non, des études des années 90-2000. C'est pour ça que les États-Unis se sont trouvés englués dans le plus gros scandale, qui est le scandale de la toxicomanie légale, parce qu'il y a un certain laboratoire, attends, qui c'est déjà, un laboratoire, attends, comment il s'appelle? Johnson & Johnson. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec le Covid, c'est son frère. Oui. C'est des jumeaux, Johnson & Johnson. Ils sont 4. Ils sont 4. Du coup, il y a C'est Johnson c'est et Johnson. ça, c'est les autres. Et puis il y a un autre cabinet, dis donc, mais rien à voir non plus, parce que c'est aussi son jumeau, McKinsey. Attends, qui c'est McKinsey? Je sais plus. Merde! Ce scandale, là. C'est le mec, effectivement, qui gère la logistique vaccinale en France. Merde! C'est le mec qui, effectivement, a géré la réforme des hôpitaux. Le cabinet qui a géré la réforme des hôpitaux. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Les gens, tu les écoutes, hein, parce que Twitter, c'est bien Twitter, attention. Hein. C'est sur Twitter qu'il faut aller. Parce que t'as des docteurs sur Twitter. Et des vrais docteurs. Hein. Ils te disent tous, non, mais ça n'a rien à voir, vous êtes complotistes, et vous avez votre diplôme de médecin. Alors, c'est parce que je n'ai pas mon diplôme de médecin, parce que je ne l'ai pas, c'est-à-dire que je ne suis pas con. Mais c'est ridicule, c'est comme dire un avocat du droit des affaires, bah oui, mais il n'a pas fait d'école de commerce, bah, il peut en parler. Mais la vérité, c'est que pour le coup, le scandale des opioïdes aux États-Unis, c'est né comment cette histoire? C'est né par la croyance qu'on a fait dans la population générale. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas intéressant, tiens. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ciblé des populations, Virginie de l'Ouest, Mississippi, des gens qui avaient des douleurs absolument dures, parce que des travaux durs, une population pauvre, qui avait des travaux durs. On leur dit, mais pourquoi tu souffres? Tu aimes souffrir? C'est ça, hein? On leur dit, tu aimes souffrir? Ah non, j'aime pas. Bah ouais, t'aimes pas. Tu sais qu'il y a un comprimé là qui peut t'aider à plus souffrir? C'est un opioïde. Hein? Il y a ce docteur House qui prend son opioïde tout le temps là. Mais ça crée pas de dépendance. T'inquiète pas, ça crée pas de dépendance. Ah bon? Bah ouais, il y a des études qui le disent. Mais t'imagines ton docteur, il va pas te mentir ton docteur. Et donc les médecins se sont mis à prescrire des opioïdes. Mais McKinsey est passé par là. Il a dit, oh, les mecs, putain, vous êtes vraiment mauvais. Vraiment, vous êtes nuls les mecs. Quoi. C'est quoi? Non mais putain, vous êtes nuls. Il faut prescrire à la plus haute dose possible, évidemment, putain. Si ça coûtera quoi d'avoir des mecs du marketing, si tu prescris pas à la plus haute dose. Et donc ils ont encouragé toute une campagne de marketing. Ils ont vendu. Ils ont vendu. Hein? Je veux dire donc, et maintenant, bah t'as créé une dépendance, ça y est, ils ont réussi, t'as créé une dépendance. McKinsey il a dit c'est vrai, on a peut-être un petit peu déconné, écoute, pas comme ça qu'on aurait dû faire. David Goudinoff, ok, d'accord. On a signé une transaction. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait après, les gars? Mundi, il y a une entreprise qui s'est créée qui s'appelle Mundi Pharma, qui regroupe un consortium de toutes les entreprises pharmaceutiques qui effectivement font de l'opioïde, notamment. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Parce que ce parti des États-Unis, parce que c'est mal. Elles sont en Afrique, au Brésil, partout. Donc tu vois, à un moment donné, moi je veux bien qu'on me dise, faut faire confiance, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, j'ai un vaccin d'à 6 mois. On m'explique qu'on ne sait rien, hein, le variant de Bordeaux, là, dont je t'ai parlé tout à l'heure, quand même les mecs qui te disent, ouais, il faut vacciner les cas contacts, Bon, on sait pas trop comment ça va se passer, mais on verra bien. Bon, bah, après, quand t'as 20 ans, la question c'est, est-ce que tu préfères te faire foutre un truc dans le pif pendant quelques temps encore, parce que tout ça, bon, voilà, et là, pour partir en vacances, ou est-ce que tu préfères effectivement te faire injecter un truc dont personne ne peut te dire aujourd'hui quels seront les effets secondaires, et où effectivement le précédent qu'on a te montre qu'il y a quand même un laboratoire là-dedans et un cabinet de conseil qui se sont retrouvés au cœur du plus gros scandale des États-Unis qui concerne précisément la jeunesse. On peut se poser la question. On peut se poser la question, ouais. Et puis, même, enfin, anthropologiquement, c'est fou parce que on demande à des jeunes générations de prendre un risque pour les anciennes générations. Et c'est du gel. Alors, après, moralement, ça peut même, moi je trouve, être bien. Je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. Parce que quand Blachier te dit, voilà, de toute façon, en substance, les vieux, ils vont crever, bon, c'est pas si grave. Moralement, moi, j'ai un fond de morale chrétienne qui m'empêche d'adhérer à ce truc-là. Mais là, dans l'histoire, ça a toujours été les anciennes générations qui se sacrifiaient pour les nouvelles. Macron dit, on est en guerre, quand on envoie les soldats au front, on dit pas, vous partez pour les vieux, vous partez pour vos enfants. Bien sûr. Et là, on a fait un truc qui n'est jamais vu dans l'histoire, c'est qu'on dit aux jeunes de se sacrifier pour l'ancienne génération. Mais non, mais pourquoi pire? Est-ce qu'on n'aurait pas atteint une forme d'humanisme, en fait? Si vraiment je me fais l'avocat du diable, de dire la scène, non, en fait. Je vais te dire pourquoi. Toute vie se vaut. Bien sûr que toute vie se vaut. Bien sûr que toute vie se vaut. Évidemment qu'elle se vaut. On est peut-être sorti de ce truc-là. Mais alors, elle se vaut. Mais l'année dernière, elle se valait pas, alors. Pourquoi? Bah, je sais pas. Quand on a donné du Rivotril aux résidents d'EHPAD, qu'on n'a pas voulu mettre sous chloroquine, je dis pas que ça marche, hein. On n'a pas voulu les mettre sous chloroquine ou sous azithromycine, sous antibiotiques.
Parce que tu comprends, c'est pas des cobayes. Mm. Donc tu savais qu'il y en a qui allaient finir étouffés, tu leur as pas donné de chance, parce que c'est pas des cobayes. Et là, on est quoi alors? Donc t'as pas voulu que les vieux soient des cobayes, mais t'as fait que les jeunes en soient? Qu'est-ce qui risquait les vieux d'avoir de la zithromycine? Ouais. Mais ça marche pas. De toute façon, ils allaient pas finir en rien. Ils allaient finir morts. Vous savez? Donc qu'est-ce que ça coûtait d'essayer? Non, moralement, c'est inacceptable. Et moralement, c'est acceptable aujourd'hui de balancer des vaccins à une jeunesse dont on ne sait absolument rien. Je veux dire, c'est une question intéressante. Sur le plan éthique, ça pose plus de problème, ça. On a l'éthique qu'on Qu'est-ce veut. qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'on a des vaccins et qu'il faut les refourguer. Faut pas se mentir, hein. On les a commandés, il faut les refourguer. D'ailleurs, même l'OMS te dit que vacciner les enfants et les jeunes, bof. Même Macron, il a dit l'AstraZeneca ça marche pas très bien, donc on en a commandé un autre, mais du coup quand même prenez-le parce que Ouais, bien. c'est mieux. Il y a quand même un truc qui est pas inintéressant, c'est de se dire, mais effectivement, je me sacrifie. Mais d'abord, qui se sacrifie? Personne n'a demandé de sacrifier. Non, j'ai pensé que je mets des très gros guillemets. Non, mais, On demande aux gens de prendre un risque. non, mais oui, mais Voilà. on demande. Alors maintenant, je vais. C'est le sacrifice, si tu Non, veux, mais- du non, mais- risque, pas le Non, mais il y a autre chose. Il y a autre chose. sacrifice moral. Il y a autre chose. C'est que. Ce qui m'amuse, c'est que je dis tout à l'heure, on découvre en Israël aujourd'hui, a priori, apparemment, comme en Italie, que fondamentalement, quand tu as vacciné les vieux, Ouais. bah, les jeunes ne sont plus contaminés. Ce qui semblerait induire qu'en fait, et c'est ce qui relève l'étude sur les écoles, on a toujours dit les enfants, il faut les vacciner, parce que tu comprends, mais depuis l'âge de 6 mois même. Parce que les enfants contaminent, les grands-parents avaient dit de Ray. C'est les vieux qui. Or, on a découvert que c'est les adultes qui contaminaient. En fait, c'est pas un pangolin, c'est un vieux. C'est un vieux, Parce c'est qu'au ça. départ, C'est ça. merde. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, aujourd'hui, on découvre que les contaminations des jeunes, elles baissent, alors qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc pourquoi les vacciner? Et puis, on me parle de... Pas de lien de corrélation. Non, mais, pas- peut-être. Mais du coup, on me parle de solidarité, en partant du principe que le vaccin, que je vais me faire injecter si j'ai 25 ans, va te protéger si tu en as 65. Mais si tu es déjà vacciné. Oui, mais si tu veux pas te faire vacciner, tu en as 45 et tu veux pas te faire vacciner. Ah donc c'est moi, je vais me faire injecter un truc pour toi, te protéger toi qui ne veux pas. Si tu veux pas, tu prends effectivement un risque, tu assumes ton risque. Pas de problème. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quelle société on est en train de dessiner là? On est en train de dire, tu te soumets à une expérimentation, tu ne sais rien, tu vas être hypothéquer ton avenir, mais c'est pour papy. Mais papy, lui, s'il le chope, le virus, papy, il veut pas se faire, il veut pas se faire. T'es dans la cuisine déjà, de toute façon. La cuisine, c'est ça, avec la bûche. Il veut pas être choisi. J'attends d'ailleurs, parce que là, ça fait merde, on On l'a a toujours depuis Noël d'ailleurs. Papy ne veut pas se faire vacciner. Mais si papy ne veut pas se vacciner, il a le droit de pas se faire vacciner, papy. Oui, mais il faut que tu le protèges. Mais si papy a envie de se protéger, il peut se protéger tout seul. C'est fou quand même, hein. On a élu un mec qui se vantait d'être un libéral et Mais oui, c'est tout. Ça, c'est du socialisme pur et dur. C'est du communisme pur et dur. Ça, c'est stalinien, cette manière de faire, en fait. Et alors, ça va aller jusqu'où? Je te le disais tout à l'heure en antenne, mais on peut aller jusqu'où? Par solidarité pour la planète, parce que maintenant, l'urgence sanitaire, t'as vu? Il y a l'urgence terroriste. Il y a l'urgence sanitaire, mais est en train de se dessiner un nouveau truc, qui est l'urgence écologique. Donc, est-ce qu'au nom de l'urgence écologique, attends, t'as 20 ans, ma chérie, tu vas quand même te faire stériliser parce qu'il y a trop de mecs, là, t'as trop de population, là, un peu de solidarité. Jusqu'où ça va, la solidarité? Est-ce que la solidarité, elle doit porter atteinte, est-ce que je peux avoir une solidarité en portant atteinte à ma dignité? À la dignité de l'homme? Est-ce qu'il y a encore une solidarité possible et une société possible lorsque j'altère la dignité de l'homme? Parce que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que je subis un acte médical, non pas parce que j'en reçois un bénéfice personnel, non même pas parce que j'en attends un bénéfice collectif, mais par solidarité. Or, et si ça marche pas, je vais me faire réinjecter combien? Tous les 3 mois? Donc on devient, si tu veux, il y a ce paradigme intéressant qui fait qu'aujourd'hui, dire je refuse de me soumettre à une expérimentation, je refuse de soumettre mon corps avec sa dignité du corps à une expérimentation, revient à être égoïste. Mais c'est quoi la prochaine étape? Si on ne me demande plus mon consentement et je le fais, c'est l'État qui décide. Ou alors faut pas qu'ils se plaignent qu'il y ait des complotistes après. Ben c'est ça. Parce que Tu vois, il se passe un truc, problématique quand même. il se passe un truc intéressant avec les complotistes d'ailleurs. C'est qu'au fond, on fait tout pour qu'il y ait, pour croire à l'existence d'un complot. Et quand ils sont tellement bons qu'on les croit. Et quand on y croit, non mais les mecs, c'était une blague. Oh, c'était une blague. C'est pas un complot, je suis juste nul.
Non, écoute, chérie, C'est je veux dire, quand tu trouves McKinsey et Johnson à la manœuvre, et que tu commences à dire, attends, j'ai le droit de mettre sur un pouce, hein, quand je réfléchisse un peu, mais tu vas réfléchir pourquoi? Bah, McKinsey, Ils Johnson. sont juste nuls, ouais. C'est un truc que j'avais développé récemment dans une interview où on parlait du complotisme, et moi je défends au contraire l'idée que, bien sûr je grossis le trait, que les complotistes sont au contraire non pas des fous, mais des gens extrêmement sains. Je le développe parce qu'il n'y a que deux alternatives. Soit ils sont nuls, soit ils le font exprès. Et moi je ne peux pas personnellement me résoudre à ce que notre civilisation ne puisse produire en matière d'élite que ce que nous avons. Je ne peux pas accepter que nous ne produisions que des nuls. Donc moi, je préfère être complotiste et de me dire, il y a un complot. Non mais excuse-moi, mais... je ne veux pas que notre monde se soit ça. Je ne sais pas si c'est un complot, mais... C'est l'abîme de... Mais allons plus loin. Je reviens sur les opioïdes. Et faisons vraiment striker cela. On peut le faire. J'essaye de comprendre l'histoire des opioïdes aux États-Unis. Ouais. J'essaye de comprendre comment quelqu'un, un jour, a pu dire et écrire que les opioïdes ne créaient pas d'effets secondaires et n'avaient pas de pharmacodépendance. Comment c'est possible, je veux dire? L'alcool. Oui, sans doute. Beaucoup d'alcool. Le Bordeaux, peut-être. Avec le variant. Avec le variant déjà dedans. Et tu as vu ce que j'ai dit tout à l'heure, je veux dire. 1906, docteur Denis Arrigo, inspecteur du travail, te dit, pas génial la merde. 1933, docteur Gloin décrit des cas de cancer. Mais par contre, en 96, tu vas avoir un professeur de médecine, lui, qui va te dire non, c'est pas vrai, c'est du complotisme. À l'époque, le mot n'existait pas. Mais, donc, ça, c'est quoi? C'est de l'incompétence? Le mec, il est incompétent, il est professeur de médecine, et il sait pas? De toute façon, l'incompétence n'excuse pas la responsabilité. Sans doute, mais il sait pas. Et quand il crée, effectivement, le comité permanent de l'amiante, qui est dirigé par l'industrie, il sait pas? Donc, si tu veux, moi, je veux bien, à un moment donné, qu'on vienne, comment je vais dire, tout le temps mettre ça sur le dos de l'incompétence. Mais ça s'arrête où, l'incompétence? À un certain niveau, les entre les phobies administratives de l'un, le j'ai oublié de déclarer de l'autre, et ah bon, le vaccin, on savait pas tout? Non, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quand demain il y aura une merde, vous serez avec la merde, mais eux, ils seront passés à autre chose. C'est ça le problème de fond. Les mecs qui se sont collés leur narcolepsie, on est capable d'ergoter sur Arte, sur BFM, tout ça. Non, mais le bénéfice collectif, il est bien. Parce que tu comprends, il y a eu 3 millions de vaccinés, par exemple, et il n'y a eu que 3000 cas. Les 3000 cas, c'est eux qui se les collent. C'était dans la merde, quand même. C'est un millième. C'est un millième, quand même. Et ensuite, effectivement, il y a autre chose. C'est que, encore... Enfin, ce qui m'amuse, c'est que... Regarde, je te donne un exemple. Qui m'amuse toujours beaucoup. La rougeole. Ah, c'est irresponsable à vacciner contre la rougeole. Ce qui, à mon avis, d'ailleurs, pas totalement faux. Mais pourquoi? Parce que tu peux mourir de la rougeole et la transmettre aux autres. T'imagines si on dit c'est la vacciner contre la rougeole pour partir en vacances? Est-ce que tu penses effectivement que ce serait un soupçon de crédibilité? Jusqu'à cette année, ça n'aurait pas eu de soupçon. Oui, enfin, la rougeole, là, on n'est pas dans le cadre d'une épidémie de rougeole en ce moment. Parce qu'elle a été endiguée par la vaccination. Mais parce qu'effectivement, la méningite, c'est pareil, mes gamins sont vaccinés contre le méningocoque. Parce que s'ils se chopent une forme grave de méningite, alors ils peuvent la transmettre, mais s'ils se chopent la méningite, ça peut être hyper sérieux. Mais je veux dire, pourquoi j'ai vacciné mes gamins? Pour protéger qui? Les grands-parents. Mais alors, coup de bol, on a une vaccination qui, semble-t-il, protège les effets graves sur les grands-parents. Eh ben génial. Donc, ils ne risquent rien. Mais pourquoi? Alors donc, papy ne veut pas se faire vacciner, et donc c'est moi qui vais me faire vacciner à la place de papy. Mais alors, qui est égoïste? Alors, il faut te faire vacciner avec papy, c'est ce qu'on va te dire. Mais oui, mais ça marche pas. Pourquoi? Parce que si papy est vacciné, il est protégé. Alors, c'est intéressant. Si papy est vacciné, il est protégé. Mais alors pourquoi j'ai besoin de me faire vacciner? Qu'est-ce qui risque, papy? Est-ce qu'on aurait peur que le vaccin ne marche pas tout à fait comme ils disent? Est-ce qu'on aurait peur qu'en fait, les 95%, c'est peut-être un petit peu, voilà quoi. C'est un petit peu comme quand on voit un cheval à moi. Donc tu verras, il a fait les Jeux Olympiques et tout de ma gueule là. Il a 3 pattes. C'est ça. C'est vraiment ça, hein. Quand tu montes effectivement sur un cheval, c'est la théorie du vendeur de cheval. Le vendeur de cheval, lui, il te vend toujours un cheval qui tu faut t'en méfier quand il est nickel, tout propre, machin, faut se méfier. C'est comme les Italiens. Les Italiens font ça. Les Italiens, pour la anecdote, bagnole à Rome, j'avais pété ma bagnole, machin, je vais la récupérer. Le mec me l'a lavé. Toute nickel la bagnole. Alors quand un garage italien te lave ta bagnole, il
il y a un truc, il y a un loup quelque part, quoi. Ouais. T'es sûr de ça. Et le mec, il dit, ouais, je te l'ai réparée, elle marche sans problème, pas de problème. Et là, tu te rends compte que derrière, il manque un feu, il manque un truc, quoi. Ouais. C'est pareil, là. Maquillé, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait peur là, que le vaccin soit peut-être pas à 95%. C'est pour ça qu'il faut protéger Papy. Parce que si Papy il protège à 95%, il n'y a plus de problème. Ouais. Et si et mettons, je me fais vacciner, j'ai 20 ans, t'as 65, toujours me fais vacciner. Ouais. J'attends quoi de ma vaccination? Qu'elle te protège? Mais combien? Jusqu'à combien? 150%? Parce que si t'es protégé à 95%, qu'est-ce que ma vaccination a changé à l'affaire? Je vais pas te le transmettre. Je comprends pas. Si. Donc c'est quoi? C'est du lobbying. Mais attends, mais si je peux te le transmettre, puisque je suis protégé moi-même des formes graves. On te dit, quand Raoul te dit, non mais ça n'empêche pas d'avoir le Covid, machin chose bidule, on dit, ah mais on sait bien, ça n'empêche pas d'avoir le Covid, c'est des formes graves qu'on s'empêche d'avoir. Donc je peux le choper le Covid. Donc si je peux le choper, je peux te le transmettre. Ah non, parce que les vaccinés, ça contamine moins. Qu'est-ce que t'en sais? Si aujourd'hui, la vérité, on a aucune data quasiment, c'est ça. Il se passe la même chose qui s'est passé l'année dernière. Quand je disais, on ne sait pas. Dites, je ne sais pas. Arrêtez de dire, il ne se passera rien. Même on saura bientôt, parce qu'il y a les phases de test là. Mais on saura. Et les Américains ont fait un truc qui n'est pas inintéressant, là, je disais tout à l'heure. Ils ont engrainé un certain nombre d'universités dans un truc. Ils ont dit, bon, on va vacciner les jeunes. Okay, qui veulent, ok, pas de problème. Donc on attend 20-30 000 personnes vaccinées et on va les suivre sur 8 mois, 6-8 mois, avec des cas contacts, avec une appli, avec machin, des PCR, et on va voir parmi leurs cas contacts qui a été contaminé ou pas. Alors j'espère qu'ils n'ont pas papy, mais qui a été contaminé ou pas. Et dans 8 mois, on saura si le vaccin protège ou pas. Mais nous, on est capable de dire, ça protège. Ah, merde, quoi. Ah, j'ai une question totalement rapide, après on conclura, je pense. Question que m'avait posée Caroline qui dit pourquoi alors ça j'étais pas au courant donc peut-être qu'il y a une bêtise dans la question, hein. Pourquoi le gouvernement n'a pas utilisé les informations de la Sécu pour identifier et contacter les personnes ayant une comorbidité? Je savais pas. Parce qu'on peut pas le repérer, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que sinon ça poserait un problème de secret médical. La Sécu n'a pas accès. La Sécu elle a accès, c'est compliqué parce qu'il faudrait contacter tous les patients en ALD. Ça serait faisable, affection longue durée, ça pourrait imaginer de se faire, mais putain, ce serait sacrément compliqué à faire, quoi. D'accord. Donc c'était pas... Et après, j'ai une question à qui m'est posée que je comprends pas. On me la pose 2 fois, donc c'est très important. Avez-vous été victime d'intimidation ou de pression? Moi? Mais de pression de qui? D'intimidation de qui? Mais moi, je vois personne, moi. Moi, je vis avec des chevaux, donc les chevaux m'intimident. Oui, si, des fois, ils m'intimident. Mais je veux dire, non, j'ai été victime de rien du tout. Faut pas, si vous voulez, faut pas exagérer le propos. Alors, dans la pensée complotiste, si t'as pas été victime d'intimidation, c'est que tu fais partie du complot. C'est ça, exactement. Mais faut pas déconner non plus. Effectivement, mis à part les GAFA qui, de temps en temps, pètent un câble en censurant des trucs qu'on comprend pas pourquoi ils censurent. Parce que bon, me censurer moi, faut vraiment en avoir envie quand même, hein. Plus de gens qu'on a envie. Et peut-être. Mais je veux dire, bon, si de toute envie, mais je veux dire. Je suis pas sûr qu'on passe le strike ce soir. Je suis pas sûr qu'on le passe pas. Parce que fondamentalement, mon propos, il est quand même extrêmement mesuré, il est factuel. Et tu sais qu'aujourd'hui, ton propos, on va en prendre quelques secondes, et puis on va le mettre dans un zapping, et puis on va te dire. Je sais. Mais tout ce que je sais, moi, c'est qu'on reste quand même dans un pays dans lequel le débat, a priori, est possible. Et je reconnais ça. Tout le monde me demande pourquoi tu es sur TPMP. Parce que TPMP, c'est encore un des seuls lieux en France qui fait 2 millions de téléspectateurs, et comme ils veulent que les gens se tapent dessus, et ça marche assez bien en général, au moins ils débattent, quoi. Ouais. C'est un débat qui est souvent qualité assez médiocre, mais c'est pareil, moi j'avais défendu TPMP, j'irais pas si on me proposait, mais par exemple sur les gilets jaunes, excuse-moi, mais c'est peut-être le seul endroit de débat dans la télévision mainstream, c'est ce qui s'en sortait le mieux. C'est le seul endroit où on invitait les gilets jaunes un peu hardcore, les Rodriguez, des machins comme ça. C'est le seul endroit. Hein. Et d'ailleurs, le 8 juin prochain, là, j'ai Cyril Hanouna qui va être interviewé là, par nous, qui va proposer d'être interviewé. Ça va être un des débats qu'on va poser avec lui, de lui demander, mais au fond, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait de l'information divertissante, du divertissement informatif? Qu'est-ce que c'est TPMP? Ça nous intéresse comme sujet, savoir. Mais concrètement, ce que je note, c'est qu'aujourd'hui, je suis encore libre de pouvoir m'exprimer. J'ai une chaîne, voilà. Alors évidemment, je pense que tu veux, j'aime beaucoup Alexandre Jean-Claude, j'aime beaucoup Christian Perron, j'aime beaucoup ces gens. Peut-être que parfois, comment je veux dire ça? Peut-être que parfois, ils vont un peu loin dans leur manière, parce que
il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès inverse, à celui qu'on reproche finalement à nos détracteurs, quelque part. Moi, aujourd'hui, si d'abord si le vaccin marche, tant mieux, on va se mettre d'accord. J'ai aucun, on me dit des fois, vous voulez pas que le vaccin marche, pourquoi je ne voudrais pas qu'il marche? Il faut être con, quoi. Et ensuite, il semble protéger des formes graves, et tant mieux. Pour autant, il faut accepter l'idée de dire « je ne sais pas tout ». Plutôt que « je sais ceci qui va nous rendre ceci ou je ne sais pas tout ». La vérité, elle est là. On ne sait pas tout. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? Dans le doute, parfois, abstiens-toi. Surtout que c'est prudent d'avouer qu'on ne sait pas, parce que si on sait tout et qu'on fait de la merde, on devient, l'excuse de l'incompétence devient tout de suite plus difficile à tenir après puisqu'on savait. Exactement. Je pense que c'est risqué comme posture d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est important d'informer les patients. De dire, écoutez, vous avez 75 ans, madame, les études cliniques montrent que vous avez peu de chances. Le problème, c'est que les études cliniques sur Pfizer, par exemple, elles n'ont pas été faites sur les 75 ans. Donc forcément, tu es un peu dans la merde, quoi. Parce que en gros, tu vends à la population un truc qui n'existe pas. Alors, coup de bol, ça a marché. Les hypothèses étaient telles que ça pouvait marcher. Mais t'arrives, tu dis, madame, 75 ans, on n'a pas fait d'études cliniques sur vous, sur les 75 ans, pas significatif. Mais sur les jeunes de 65 ans, ça marche. 60-55 ans, ça marche. Donc, ça doit marcher sur vous. Alors, évidemment, quand tu dis ça, c'est vachement moins vendeur que de dire, putain, ça marche. Alors, coup de bol, ça a marché, apparemment. Mais c'est pas ça le débat. Le débat, c'est que tu peux pas mentir aux gens. Tu vois, c'est ça le débat de fond. Alors justement, j'avais une dernière question qui est purement juridique. Est-ce que tu vas me dire oui, parce que c'est ton activité, c'est ce que tu fais tous les jours. Mais est-ce que demain, voilà, quand on sera dans le monde d'après, le fameux, qu'on sera vraiment, ça y est, sorti de tout ça. Le monde d'après, parce qu'il paraît qu'on est déjà dans le monde d'après. Non, on y arrive là, mais le monde d'après, c'est le monde d'avant. Donc, on a fait une boucle. En fait, on est sous François Hollande, en vrai. Donc, une fois qu'on sera dans le monde d'après, voilà, moi je suis citoyen demain. J'estime que on a mis ma vie en danger, pas spécialement par la vaccination, pas par spécialement plein de choses. On met ma vie en danger. Est-ce que les textes de loi actuels me permettent de me retourner contre le gouvernement? Alors bien sûr, il y a les textes et puis la réalité. Est-ce qu'un juge serait prêt aussi à ouvrir cette boîte de Pandore? Il l'a déjà ouvert. Par exemple, deux exemples, les confinements. Admettons que demain, voilà, les études prouvent vraiment que le confinement était une énorme erreur. C'est déjà le cas. Voilà, mais que bon, ce soit globalement admis dans la population générale, que le gouvernement l'ait reconnu. Est-ce que demain je peux me retourner? Et pareil sur les masques. Admettons, tu vas me dire là aussi c'est le cas, que par exemple les masques, là je suis vraiment taquin, hein, mais les masques ça servait à rien. Très bien, l'État il touche la TVA sur les masques. Ok, on m'a imposé une taxe, je vais pas demander. En fait, c'est un impôt pour un produit inutile. Il y a deux choses. Il y a la responsabilité administrative de l'État et la responsabilité pénale. Qui je peux attaquer? Parce qu'il y a aussi cette histoire de conseil de défense qui met juridiquement Macron un peu à l'abri, c'est ça? Macron, il est à l'abri tout court, puisqu'il y a une immunité présidentielle. Oui, mais qui met les ministres un peu à l'abri, je crois. La preuve, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une instruction qui est ouverte contre Buzyn, Philippe, Véran. J'en suis à l'origine, donc voilà. Et on a quand même traduit aujourd'hui dans la commission d'instruction de la Cour de justice de la République 3 ministres pour leur gestion de la crise. Donc c'est pas tout à fait sur le fondement de l'abstention volontaire de combattre un sinistre. 223.7, c'est-à-dire de dire vous êtes abstenu de combattre un sinistre. Voilà. Le confinement, j'ai une série de recours actuellement contre le confinement. Alors c'est des responsabilités administratives en indemnisation. Vous êtes gentil, vous m'avez pris de ma liberté de venir. Tu veux mon commerce, enfin il y a des trucs. Exactement, aussi pour les commerçants, j'en ai aussi. La vérité elle est relativement simple. Moi il y a toujours 2 temps dans une crise. Il y a le temps de la sidération et le temps de la relecture. C'est un peu toujours pareil. C'est comme les accidents de la route. Les accidents de la route, quand je suis à la brigade, des trucs intéressants dans la route, c'est que tu vois les mecs qui sont complètement sidérés et qui n'arrivent pas à comprendre, y compris chez des gens qui sont victimes, qui n'ont pas compris ce qui s'est passé, qui ont une espèce de sidération. Ouais. Le juge, aujourd'hui, il est un petit peu moins aujourd'hui, mais il est un peu dans cet état-là. Un peu dans l'état de sidération. 1. 2, il n'a pas très envie de froisser le gouvernement tout de suite, parce qu'il n'a pas envie de rajouter du bordel au bordel. 3, il n'a pas envie de plomber sa carrière tout de suite. C'est pour ça, il y a aussi qui ouvrira la boîte de Pandore. Il préfère attendre un peu, quoi. Donc, prochaines élections. Prochaines élections, évidemment. Après, sans réélection, par contre, principe que Macron passe pas. Ouais, mais à distance de la crise. D'accord. L'avantage, c'est que tous ces recours, tout le monde dit « Ah, ça prend du temps ». C'est bien que ça prenne du temps. En fait, que ça prenne 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, c'est bien. Parce que dans 3 ans,
t'es optimiste, parce qu'il y a des amiantes et des Tchernobyl, ça a pris beaucoup plus de temps que ça. C'est certain, ça. Bon, plutôt qu'il y a un 10-15 ans. Et ben, c'est... Alors, ça c'est un peu long. Mais c'est un peu long. Disons que si ça prend 5-6 ans, c'est pas plus mal pour le coup. Parce qu'on aura les choses avec du recul. Et il faut pas, parce que après, tu vois, après en accidentologie, après l'accident, vient la phase de relecture. Tu dis, mais attends, mais comment t'étais où, machin, ma voiture était là, moi j'étais là, voilà. Où tu réécris en fait un peu la chose telle qu'elle s'est passée. C'est ça qui est intéressant, tu vois. Et donc, aujourd'hui, moi je suis relativement confiant à moyen terme sur ce qui va se passer sur le plan judiciaire. Le confinement, les études sortent, ça marche pas. Les masques, on va voir. Actuellement, il n'y a pas de consensus sur le masque. Certains disent, en extérieur, en tout cas, on sait que ça n'a aucun intérêt pour le coup. Tout le monde est à peu près acquis sur ce point. Oui, c'est Lancet qui a dit ça, alors on va pas être... Il n'y a pas de contamination. Non, il y a un consensus. Il n'y a pas de contamination à l'extérieur. On sait, 0,1%. Donc bon, dans toutes ces mesures à la con de terrasse et machin, on sait qu'effectivement, ce truc-là, ils vont morfler à un moment. Attends, parce qu'à ce moment-là, si c'est le cas, si vraiment c'est le cas, tu as 15 à 20 millions de commerçants en France qui peuvent demander des dommages et intérêts. Mais qui ne le feront pas. Non mais si demain ils le font, imagine t'as un mec qui décide de s'engager politiquement pour le rappeler mordicus et qui dit faites tomber ce gouvernement, vous êtes un tiers de la population française à tenir des commerces, vous pouvez demander du fric. Ils ne le feront pas. Là regarde, moi j'ai donné un exemple. Parce que là c'est pas, la facture n'est pas payable. Attends, moi j'ai des recours collectifs chez moi où je prends que dalle, c'est gratos. Ils viennent pas, les gens. Ils viennent pas. On est quoi, le collectif Les Pendules a dû réussir à en réunir peut-être 100, j'en sais rien, 150, et c'est tout. Parce qu'ils se disent que c'est perdu. Ouais, parce qu'on est en France. Oui, mais ils sont peut-être dans le temps de la sidération, comme tu dis. Oui, peut-être, en effet. Et puis surtout, ils sont surtout super, actuellement, ils ont pas mal. Ils ont du boulot là. Ouais. Non mais il y a du boulot là, mais avant, surtout ils sont sous perfusion. Ouais. Quand dans 2 mois, on va commencer à supprimer les aides, on va voir ce qui se passe. Tu sais qu'il y a une étude qui a montré un truc intéressant là, économique. La France va mettre 67 ans pour s'en remettre sur le plan de la crise économique. L'Italie, je crois, une dizaine d'années, l'Allemagne, 7 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a arrosé tout le monde. C'est quoi qu'il en coûte. Et les commerçants, c'est quoi qu'il en coûte, quoi. Alors, bien sûr que certains d'entre eux vont te dire, c'est pas vrai. Mais enfin, si, quand même, en manière de population générale, ils ont été bien plus aidés dans n'importe quel pays. Ça, c'est pas totalement faux. Mais c'est à la fois, c'est la perfusion. Parce que ça, il va falloir le payer à un moment donné. 67 ans pour rembourser une dette qu'on a creusée en 1 an, putain. Là, je l'ai Brigitte Macron. C'est ça. Voilà, tu vois, c'est vraiment une véritable difficulté. Mais aujourd'hui, il y a un problème avec les Français, c'est qu'on les a tellement maltraités sur 1 an, il y a eu une sidération, il va falloir un peu de temps pour se rendre compte. Là, ils sont un peu, pour certains, dans l'euphorie aussi. Regarde ce qui se passe. Au moment où effectivement on sort de la crise, vaccin. Puis ils vont jouer la com là-dessus. Ils vont jouer, allez, on enterre la hache de guerre, autant voilà, vaccin, voilà. Et puis vaccination à sortir de là. Alors, ce qui va se passer à mon avis, c'est ce que dit Raoult, et je pense pas qu'il ait totalement tort, il y a une dynamique épidémique qui va faire que l'épidémie va mourir. Comment la grippe de Hong Kong s'est éteinte ? On avait des vaccins, on avait plein de trucs. Comment elle s'est éteinte, la grippe de Hong Kong ? On ne sait pas. Elle s'est éteinte, elle est partie, toute seule. Si ce qui se passe ici, on va te dire, c'est les vaccins, donc réjouissez-vous. Et donc, on va construire le monde d'après maintenant. Le monde d'après, tu vois. On va reconstruire, c'est après-guerre. Il y a ils ont vendu le narratif de la guerre, ils nous vendront le narratif de l'après-guerre. Mais il est prêt. Le MEDEF est prêt à dire aux gens maintenant, allez hop hop hop. Mais regarde, juste on termine là-dessus, parce que c'est pas intéressant. Regarde. Au fond, cette crise, elle est extraordinaire, elle est géniale quand même. Regarde. Finalement, l'un dans l'autre. On a mis sous tutelle une jeunesse en lui disant tu veux des loisirs, tu y tiens tes loisirs, petit vaccin, mais je veux pas vaccin, pour moi ça ne prend pas l'attention médicale, espèce d'égoïste là, t'as pas honte? Pardon, c'est vrai, j'ai honte, excuse-moi. Je travaille le dimanche. Mais non, moi je veux pas travailler le dimanche. Pour lancer le pays. Mais enfin, comment tu peux pas travailler le dimanche, espèce d'égoïste? On va lancer le pays, enfin. Travailler la nuit. Non mais la nuit je dors. Quelle idée. Ah pas non, égoïste. Tu vois ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on n'avait pas réussi à imposer jusqu'ici, on est en train de l'imposer à travers de la crise. Et donc c'est un super truc. Et tout ça au nom de la reconstruction sociale. Et c'est pour ça que je ne supporte pas qu'on me dise on est en guerre. Non, on n'est pas en guerre. On est en épidémie.
Une épidémie, ça ne se gère pas à la façon d'une guerre. Ça se gère à la façon d'une épidémie, avec une logique épidémique, ce qu'on n'a pas eu du tout, avec des études scientifiques que personne n'a lues. Quand on entend Darmanin disait tout à l'heure, hier, enfin au Figaro, disait qu'après 21h, les gens qui sont là dehors, attention, ça va être sévère, hein. Le mec qui a effectivement, on est, paraît-il, sous menace terroriste, c'est pour ça qu'on a interdit de manif à Paris le 1er mai, à cause de la menace terroriste, au rapport, je n'ai pas compris, mais c'est pas grave. Bien. Mais à côté de ça, on a apparemment un haut degré de terrorisme, mais c'est avec les mecs qui sont sur les terrasses à 21h qui va être sévère. Et oui, parce que le terroriste, à cause du confinement, il ne peut plus terroriser, parce qu'il n'y a plus de gens terroriste, dehors. il y a plus Donc de en se dehors. rassemblant, on réaide le terrorisme à reterroriser. Mais regarde, c'est pas idiot. Juste un tout dernier mot quand même, qui n'est pas inintéressant. Je te donne l'exemple aux États-Unis, toujours. J'ai un exemple que j'aime beaucoup parce que je le donne régulièrement parce que je trouve qu'il est intéressant quand même. Regarde le World Trade Center. C'est absolument atroce ce qui s'est passé, on est d'accord. Ça a fait quoi, 3000 morts, 4000 morts, peut-être 10 000, je ne sais plus combien ça a fait de morts. 6, je crois. Ouais, beaucoup. Guantanamo, le Patriot Act, la déstabilisation du Moyen-Orient. Bien sûr. Et entre les deux, les armes, elles font combien de morts aux États-Unis chaque année? Les opioïdes font combien de morts chaque année? Ça intéresse qui? La malbouffe. La malbouffe. Ça intéresse qui? Personne. Donc à un moment, on peut quand même se demander, c'est pour ça que la théorie du complot est née. Pour ça que, comment elle est née la théorie du complot aux États-Unis? Pour le coup, je les connais bien, les Américains. Comment elle est née? On a un cabinet sur place, donc je les connais bien. Comment elle est née? C'est que les mecs ont commencé à réfléchir un peu. Ils ont dit, attends. Tu m'as fait Guantanamo, tu m'as fait Patriot Act, tu as restreint mes libertés. Maintenant, quand je suis un peu basané, American Airways commence à se paniquer, je veux dire, à flipper sa race, parce qu'effectivement, concrètement, là, ils appellent le FBI et tout le monde, parce que je suis allé au Seychelles et j'ai pris un peu, voilà, j'étais un peu bronzé, parce que je suis égyptien. Et pourquoi? Pourquoi pour les armes tu fais rien? Du coup, Les armes, c'est particulier parce que c'est dans la Constitution. Mais... Oui, mais je veux dire, pourquoi pour les opioïdes t'as rien fait? Pourquoi? Et bien tout à coup, du coup, c'est tellement irrationnel que naît une explication. Il faut une explication. Et l'explication, c'est que c'est les Américains qui ont envoyé des avions eux-mêmes contre les tours. Tu vois? Là, le délire se met. Et là, le délire se met en place. Mais parce que tu l'as créé, le délire. Parce qu'à un moment donné, c'est tellement disproportionné que ton raisonnement, que ton esprit humain. Ils sont responsables. Regarde là, Santé publique France vient de donner des chiffres. Je comprends pas ces chiffres, par exemple. Et c'est très intéressant. Nombre de décès par certificat électronique, ces chiffres ajustés au 1er janvier, je crois, de cette année, 35 000 morts. Mais comment ça, 35 000 morts? Je sais qu'on était 60. Et là, on te dit, mais non, mais tu comprends rien, espèce de complotiste. C'est par certificat électronique. Et tu dis, alors, espèce, je suis peut-être complotiste, mais quand même, je fais ce boulot depuis 20 ans. Et ces réformes, c'est moi qui en suis à l'origine en partie. Les décès, aujourd'hui, ils se déclarent tous par certificat électronique. C'est la règle. C'est la règle. C'est comme l'effet de soins électroniques. Donc, comment j'explique que je sois à 35 000 décès par certificat électronique, puisque le certificat électronique est la règle, et que j'ai 60 000 morts, paraît-il. Alors là, on te dit, non, mais parce qu'en fait, exceptionnellement, on a utilisé les certificats manuels. C'est possible, hein, je dis pas que c'est possible. Oui, mais ton interrogation de base était légitime. Mais alors, donnez-moi les chiffres du nombre de... Et puis quand, effectivement, l'INED te dit qu'au fond, tu as 100 000 morts du Covid, mais que bon, là-dessus, tu en as quand même une partie qu'il faut retrancher parce qu'ils seraient morts de toute façon, comment tu veux ensuite? Tu donnes crédit au complotisme. Par l'imprécision, par le mensonge, par tout ça, tu donnes crédit. Et donc aujourd'hui, ces gens qui m'ont menti sur tout, c'est ça la question qu'il faut se poser quand on est jeune. Ils m'ont menti sur tout depuis 1 an. Sur quoi ne m'ont-ils pas menti depuis 1 an? Sur quoi ne m'ont-ils pas menti? La preuve que vous ne risquez rien à la fac, on a envoyé les BTS passer les examens avec Blanquer et le Conseil d'État qui vous dit « Ouais, ça va, hein. Vous inquiétez pas, hein. C'est bon, pas de problème. Les transports, on ne se contamine pas. » Donc, je veux dire, bon, donc forcément qu'à un moment donné, tu peux te demander, mais là, quand on me dit que je risque rien pour le vaccin, ils savent rien. D'habitude, même quand ils savent, ils me mentent. Là, ils savent rien, et ils me disent qu'ils savent et que je risque rien. Et je vais l'accepter pour partir en vacances. Ok, mais après, la limite, elle est là. C'est est-ce que t'es con? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu réfléchis 2 minutes, quoi, sans être complotiste? Est-ce que tu as envie d'hypothéquer ton avenir pour un mec qui, dans 1 an, lui, sera à Singapour ou à Taïwan dans une banque internationale? C'est ça la vérité, quand même. Oui. Donc c'est la question de fond, hein. Voilà. Bah, on a un peu fait le tour. Que retenir? 1, aller au concert d'Indochine. Absolument. Parce que... Il est fini, là.
Il y a, voilà, peut-être. 2, lire Spinoza Ou Aristote. et Aristote. Devant le centre de vaccination. Les deux. Devant les centres de vaccination. Par groupe de 6. Par groupe de 6. À 2 mètres de distance. À 2 mètres de distance, mais on ne sait pas si c'est dans le groupe ou Ouais. entre. Donc, bon, faites des lignes, ce sera plus Des lignes. simple. Comment il disait pour les dîners de l'Élysée qu'ils avaient fait en quinconce? En quinconce. C'est en quinconce qu'il faut faire ça. Et puis 3, donc panique. Non, n'ayez pas peur. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas.